Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores avec ce nouveau numéro du menu crowdfunding, numéro 152 déjà. Et avant de se lancer, quelques petites choses à dire. D'abord, bienvenue aux très nombreux nouveaux abonnés depuis la semaine dernière. Alors je vous en ai déjà parlé un tout petit peu dans, comment dirais-je, l'outro, la conclusion du dernier menu crowdfunding, mais donc Zeugma avait fait une vidéo à propos de notre chaîne sans que nous ne soyons au courant au préalable bien entendu, et en fait ça a eu des répercussions qu'on n'imaginait juste pas en fait, puisque, je vais vous le montrer en fait, ça ira plus vite, mais rapidement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un point sur la chaîne d'ailleurs, j'ai même oublié de régler ça, voilà. Alors d'abord, laissez-moi revenir, voilà, ici. Donc ici, Zeugma donc, a fait une vidéo sur notre chaîne, très sympathique, même si j'ai pris quelques petites piques hein, sur mes tenues vestimentaires, mais ce n'est pas un grand problème en soi. Hein, je concède que certaines de mes tenues sont un peu affriolantes, mais bon. Et donc, regardez un peu, bon, plus 299 en l'espace de 28 jours, mais en réalité c'est pas en l'espace de 28 jours, en réalité. C'est en l'espace de une semaine, quoi, en gros. Puisque vendredi dernier, au moment où j'ai commencé à filmer le menu crowdfunding 151, on était encore à 2850, quelque chose comme ça, et on est rendu donc à 3117 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc on a dépassé les 3000 alors qu'on stagnait un tout petit peu, enfin on prenait quoi, je sais pas, 30, 40 abonnés par mois depuis 7-8 mois. Et du coup d'un seul coup, bon, voilà, un prix de plus de 250 en l'espace d'une semaine. Donc merci, grand merci à Zeugma qui nous a filé un gros coup de pouce. Alors que si vous regardez un petit peu l'affiche des statistiques ici, on voit qu'il y a une courbe de progression qui est quand même assez linéaire, même s'il y a quelques petits à-coups de ci de là. Mais là, vous voyez ici, voilà, 10 septembre, 10 septembre, 2846 abonnés. Et voilà, alors le 10 septembre, 11, 2851, 2152, 53, voilà, c'est ici, 14 septembre. Donc le 13, on était à 2853. Et voilà, on est rendu donc à 3117 aujourd'hui. Donc ouais, merci beaucoup encore une fois à Zeugma pour ce petit éclairage, cette petite mise en lumière de la chaîne qui nous a fait beaucoup de bien. Donc on te remercie vraiment du fond du cœur. Du coup, je peux repasser rapidement sur ma tronche, même si c'est moins sexy que le tableau d'affichage de la chaîne, pour introduire proprement cette vidéo, ce menu crafting numéro 152. Bon là cette fois-ci c'est la fin des haricots, hein. Même si tiens, je l'ai pas encore dit, mais tu vois, Zeugma, j'ai aussi des t-shirts à peu près normaux, hein. Celui-là est uni. Alors certes, il y a des petits designs un peu bizarres, d'accord, mais tu conviendras que là, j'ai fait un effort pour être sobre. Hein. Quoi qu'il en soit, donc, je vous le disais, les carottes sont cuites. Ça y est, là, on est vraiment entré de plein pied dans l'automne, et donc l'automne, la rentrée, Essonne, les grands festivals, et masse de campagne, quoi. Parce que là, ça fait bien longtemps, bien longtemps qu'on n'avait pas eu autant de campagnes sur un menu crowdfunding. Donc là je vais même pas m'aventurer à vous dire allez je vais faire 1h30, 1h40, non là je vais essayer de tenir sous les 2 heures, c'est mon seul objectif là très honnêtement, il y a tellement de campagnes. Alors par contre, contrairement à l'été ou également la fin de l'année, le début de l'année qui sont assez calmes et donc où je peux me permettre de meubler un petit peu plus, de passer un tout petit peu plus de temps qu'à l'accoutumée sur des petites campagnes. Là quand on arrive dans ces périodes vraiment très fastes avec énormément de campagnes, vraiment les entrées ça va être expédié en 1-2 minutes maximum pour essayer de gagner un maximum de temps, même si vous verrez que cette semaine il y a quand même beaucoup de campagnes qui proposent une VF, que ce soit en format digital ou en format physique également, on verra ça ensemble. Beaucoup d'entrées, quelques plats, dont quelques-uns vraiment intéressants, et un coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit coup de cœur dans le menu crowdfunding, donc là c'est l'occasion d'en parler. Et puis seulement un dessert, malgré cette semaine assez chargée, assez lourde, il n'y a pas tant de sucre que ça, on n'aura que donc, un seul dessert, donc ça reste un menu relativement sain, j'ai envie de dire. Du coup, sans plus tarder, puisque de toute façon la vidéo sera très longue, on se lance. On se lance dans le tout premier projet de cette semaine du côté de chez GameFound avec Koska Take Over the Mafia,
nouveau projet de Clama Games dont on a parlé assez récemment d'ailleurs dans un menu crowdfunding. Ils ont lancé 2 campagnes en très très peu de temps, puisqu'il y avait Sneferu le mois dernier je crois, qui s'était soldé par un résultat assez moyen, quoi, 250 contributeurs, c'était pas extraordinaire, mais ça avait financé. Et donc en l'espace de 1 ou 2 mois, ils lancent une deuxième campagne, donc Koska, qui cette fois-ci ne plonge pas dans l'Égypte antique comme c'était le cas pour leur jeu précédent, mais cette fois-ci en Italie, ou d'ailleurs peut-être pas en Italie, mais peut-être aux States, dans la mafia italienne. Je vais pas plonger suffisamment dans les détails pour pouvoir vous le dire avec certitude, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un jeu d'ambiance, de déduction, on va dire, de gestion de ressources également, 2D, mais des dés que vous pourrez manipuler assez aisément. Un jeu assez stratégique, même s'il s'agit d'un jeu d'ambiance, hein. C'est pour 40 à 60 minutes, c'est pour 14 ans et plus, c'est pour 3 à 5 joueurs, et c'est ma foi plutôt pas vilain sur le papier. Un gameplay qui a l'air d'être pas inintéressant, même si ça n'a pas l'air non plus de réinventer non plus quoi que ce soit dans le genre, mais vous avez une semaine pour essayer d'apposer le maximum d'influence sur la ville, et ainsi prendre le dessus sur vos adversaires. L'ADA est plutôt pas vilaine, même si elle n'est pas extraordinaire là encore une fois, et vous avez un pledge unique à 25 € qui est quand même très abordable. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Koska, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, dans ces semaines là où on a quoi, 25-30 projets je crois, je passe très rapidement sur les entrées. Donc voilà pour Koska Take Over the Mafia par Clama Games, 53 contributeurs, ça picote un peu, mais on le sait en même temps, hein, GameFound c'est pas vraiment une plateforme pour les jeux ambiance, déduction, etc. C'est pas vraiment le créneau sur lequel il faut se placer quand on est un petit éditeur avec ce type de jeu là. Il faut plutôt en général s'orienter vers Kickstarter qui vous apporte quand même plus de visibilité. GameFound c'est plutôt pour les gros jeux, bien deluxifiés à foison, mais bon, il y en a qui n'ont pas encore totalement compris la leçon. Voilà donc pour Koska. Là en revanche c'est une habitude, ceux qui suivent le menu depuis plus de 2-3 mois le savent, hein. Chaque mois sur GameFound également, on a le Solo Game of the Month par Gabe Barrett. On en est quoi au 8e ou 9e mois consécutif, je crois qu'il a commencé en janvier dernier. On avait eu récemment donc Hunted, Kobayashi Tower, on a eu Dyson Crusoe, on a eu Quest Over Coffee que Xavier a reçu récemment, et dont Zeugma a fait une vidéo très récemment également. Donc allez checker si ça vous intéresse, un petit jeu qui se joue en 7, 8, 10 minutes. On avait la bataille de Okinawa, on avait encore celui-ci qui avait l'air très cool, hein. Rome Fate of an Empire, bien plus costaud, bien plus long également, mais il avait l'air cool. The Curse Castle, 7th Inning Stretch, et puis donc il nous revient cette fois-ci avec un nouvel épisode de la gamme Hunted. Il y en a déjà 3 je crois, avec Kobayashi Tower, l'autre qui était inspiré par les aliens, et donc cette fois-ci North Pole, dont c'est la seconde édition, donc il a déjà connu une sortie par le passé. 451 backers pour celui-ci. Ouais, je regarde juste vite fait. Ouais, c'est ça, le truc Alien qui était là avec 2200, celui-ci avec 1800. Et donc pour la 3e itération de Hunted, on est actuellement sur un démarrage un peu plus lent, mais en même temps je pense que la thématique parle moins aux gens. C'est vrai que pour un truc Hunted, donc vraiment on est dans une aventure avec un petit peu de survie, un petit peu façon dungeon crawler sous certains égards on va dire. Du coup la thématique de Noël parle un petit peu moins je pense. Vous allez essayer de sauver Noël parce que le Père Noël a été kidnappé, il y a des jets de dés, il y a des ennemis, bon ok, c'est relativement classique dans ce qu'est la gamme de Hunted, mais du coup la thématique, bof, personnellement je suis pas hyper convaincu. Vous me direz ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est vrai que c'est de loin celui dans la série qui m'attirait le moins, alors que de base la série m'attire pas outre mesure. C'est pour un joueur, mais on voit qu'il y a une petite variante à 2 joueurs potentiellement, pour des parties assez courtes de 20 minutes, comme c'est le cas assez généralement dans la gamme de Hunted, et donc pour 14 ans et plus. Pas de version française malheureusement pour Hunted, mais bon là, ceci dit, le projet est financé, on va quand même certainement aller chercher je pense les 1000-1300 backers, mais ce sera certainement la campagne la moins couronnée de succès de la gamme Hunted. Ça va être difficile de faire moins de 2 minutes pour celui-ci quand même. En vrai, sur une semaine un peu plus légère, il aurait certainement sa place dans les plats principaux, d'autant plus que c'est français. Et d'autant plus que à chaque fois que DTDA Games propose un nouveau projet sur Kickstarter, je dois bien avouer qu'à chaque fois je trouve la DA vraiment très belle, très aguichante. Encore une fois,
c'est très très sobre, mais en même temps bien raffiné, sophistiqué, j'aime beaucoup. Et c'est encore le cas pour Epireia, qui est vraiment très très beau, honnêtement. J'aime beaucoup la DA, c'était déjà le cas pour leur premier jeu, c'était magnifique, je trouve, Light Hunters, tout en noir et blanc. J'avais beaucoup aimé aussi Ephemeris. J'avais un peu moins suivi Apogée, j'avoue. Miss Flowers, je crois que je l'avais même pas vu. Peculiar, c'était pas un jeu, c'était juste des pins, je crois. Et Pyrophora, je crois que c'était juste un puzzle ou des mini-jeux. Du coup, j'ai pas tellement suivi non plus la campagne. Mais du coup, la nouvelle proposition Epireia, cette fois-ci, on est sur du jeu relativement conséquent. Hein, pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, c'est pour 10 ans et plus, donc ça reste un jeu relativement accessible. Et qui dit projet français, dit projet avec des règles en français également, bien évidemment. Un jeu vraiment très très beau qui vous place dans la Grèce antique. Et avec des luttes de pouvoir, de contrôle, on va dire, sur tout le bassin méditerranéen autour de la Grèce, avec différents personnages de l'époque que vous allez pouvoir utiliser également à travers différentes phases au cours de la partie, avec des phases de production, des phases de... Comment dirais-je de... Ah, ça va être écrit quelque part de toute façon. Je vais essayer de retrouver l'information. Entre temps, vous pouvez apercevoir aussi un petit peu les composants, qui sont encore une fois relativement jolis. Alors voilà, la planning phase, dans laquelle vous allez pouvoir choisir certaines actions que vous allez entreprendre par la suite, etc. Choper du prestige. Ensuite, la phase de diplomatie, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, vous avez une phase de production. Et finalement, à la fin de la partie, vous avez une grande confrontation avec 3 zones, donc le front naval, donc la guerre maritime, disons, le front central et les flancs, donc divisé en 3 zones différentes, et il y aura donc bien sûr des alliances, il y aura potentiellement des trahisons, etc. Le tout avec une très belle DA, et vous pouvez aussi apercevoir ici que sur le site de DTDA Games, vous avez aussi la campagne en français, donc vous n'avez pas tellement besoin de moi en réalité pour aller voir ce dont il retourne. Sachez juste que le jeu coûte 49 € dans sa version de base. Ensuite, vous avez un Early Bird qui sera terminé malheureusement au moment où cette vidéo sera publiée, donc vous pouvez l'ignorer. Mais pour la Deluxe Edition, vous aurez une option à 79 € qui viendra ajouter quelques petits éléments de deluxification, mais pas de complément de gameplay supplémentaire. Hein. C'est juste purement de la deluxification pour le coup, et encore une fois je le rappelle, hein, la campagne est disponible en français sur leur site. Alors c'est un peu moins joli à suivre, les textes sont tout petits, etc. Mais vous aurez toutes les infos nécessaires pour Epireia, The Hellenic Hegemony. On enchaîne avec un projet anglais intitulé Isla, 118 contributeurs au moment où je m'enregistre. Le projet est même pas encore à 50% de son seuil de financement. 19 jours avant la fin de la campagne, ça reste faisable parce que le seuil de financement justement est relativement bas. C'est aussi un jeu qui est relativement abordable. C'est pour 1 à 5 joueurs, on est sur un jeu de roll and write, pas particulièrement joli, un jeu qui était prévu de très longue date, parce que je me souviens que si vous savez pas, si vous n'êtes pas trop forcément habitué de tout le, comment dirais-je, le behind the scene, quoi, derrière tout ce qui se passe derrière le rideau de Kickstarter, vous pouvez vous abonner aux différents éditeurs, vous pouvez aller vous abonner à la page de pré-campagne de n'importe quelle campagne qui dispose d'une page de pré-campagne, et du coup j'étais abonné pour suivre justement le lancement de Isla depuis je crois 1 an et demi, 2 ans facile, et ça y est, c'est enfin lancé, et pourtant c'est pas un gros jeu, hein, c'est un petit run and write pour 30 à 45 minutes, pas particulièrement joli. Mais bon, ils auront pris leur temps, ça y est, la campagne est lancée, c'est pas encore financé, ça devrait quand même pouvoir se faire, et c'est donc un jeu de run and write où vous allez explorer une île, découvrir sa faune, sa flore, avec donc différents mouvements que vous pourrez utiliser via les différents dés de couleurs que vous voyez ici. Vous ne pourrez jamais revenir sur un endroit déjà visité. Certains emplacements sur la carte vous permettront de rafraîchir des dés, car oui, il y a un mécanisme assez intéressant de dés épuisés, et donc il vous faudra forcément passer par tel ou tel endroit pour espérer potentiellement bien rafraîchir vos dés et les réutiliser par la suite. Rapidement, le prix en PDF, vous pouvez le prendre en print and play, c'est pour 6 €.
Ensuite, pour ceux qui voudraient la version en physique, c'est 35 euros. Il y a une version Researcher, je sais pas très bien ce que ça ajoute, mais bon, on s'en fout un petit peu. Il y a Trailblazer Edition à 94 euros, là c'est beaucoup plus cher, mais vous serez mentionné dans le livret de règles, vous aurez un petit compas à l'effigie du jeu, bon c'est un peu un pledge de mécénat avec un tout petit peu de deluxification, sans plus. Voilà donc pour Isla, 120 contributeurs, près de 3900 euros d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Hotshot Pickleball. Ça peut être drôle. En vrai, ça a l'air fun. On est sur un mélange de tennis, de ping-pong, de badminton, avec un sport qui apparemment existe, mais dont j'ai jamais entendu parler, qui s'appelle donc le pickleball. Et donc ils se sont dit, on va faire un jeu de mots. Pickles en anglais, c'est tout ce qui est les légumes marinés, façon les cornichons, ce genre de choses là. Et donc on va faire un jeu avec des légumes marinés, quoi. Donc il y aura du kimchi, il y aura des cornichons, il y aura tout un tas de trucs de ce genre là, avec des petites compétences asymétriques, j'imagine, j'ai oublié. C'est pour 1 à 4 joueurs, vous pourrez donc jouer en duel ou en 2 contre 2, faire un double. C'est pour 9 ans et plus, donc un jeu très accessible pour des parties relativement courtes, hein, de 20 à 40 minutes, 220 contributeurs pour l'instant, près de 10 000 euros d'engrangés. Le jeu est donc financé au moment où je vous parle, 21 jours, donc 3 semaines avant la fin de la campagne. Ça a l'air d'être assez fun. Bon, faut pas trop être récalcitrant au hasard, parce qu'il y a quand même pas mal de hasard, même si la gestion de main peut permettre de contrecarrer un tout petit peu le hasard, mais bon, le tirage fait que vous aurez parfois des mains un petit peu pourraves, des cartes que vous serez obligé d'utiliser qui ne sont pas forcément très intéressantes pour vous. Il y aura même un mode solo, ça j'avais oublié entre temps, donc vous pouvez aussi jouer seul éventuellement à Hotshot Pickleball si le cœur vous en dit. C'est pas diablement joli, mais c'est marrant. Après, généralement les petits jeux de mots comme ça, ça vieillit un petit peu rapidement, hein, vous en conviendrez, mais ceci dit, ça peut être assez fun sur le papier. Une partie comme ça, pour découvrir, je dirais pas non, de là à les baquer, il y a un monde, voire 2, voire 3 planètes. On enchaîne sur un projet italien qui nous vient de BFS Productions, qui nous avait contacté pour éventuellement couvrir le jeu, sauf que Xavier et moi n'étions pas particulièrement intéressés par le projet et par la proposition, du coup on n'y est pas allé. Il s'agit de The Horror Possession, qui pour l'instant est à 140 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, 10 000 euros d'engrangés, malheureusement pas de VF, uniquement de l'italien et de l'anglais, mais on peut estimer que s'ils contactent des créateurs de contenu francophones, c'est aussi parce qu'ils ont l'ambition de faire une VF à terme, j'imagine. C'est pour 1 à 5 joueurs, disais-je, donc 1 heure la partie, 18 ans et plus, parce qu'il s'agit d'un jeu d'horreur, comme son titre l'indique assez facilement. La petite originalité, parce que au demeurant, c'est pas un jeu diablement original, d'ailleurs vous pouvez l'apercevoir ici, hein, sur le plateau, on a juste un lieu, un bâtiment, différentes pièces, on est en coopération, on va avoir différents personnages légèrement asymétriques et on va simplement devoir sauver une jeune fille damnée, quoi, en fait, une jeune fille possédée par le démon, hein, par le shaitan, voilà, et donc on va faire un petit exorcisme, mais d'abord il faut essayer de ne pas se faire bouffer soi-même par le démon, voyez-vous. Et du coup, la petite originalité là-dedans, sur un truc qui fondamentalement a pas l'air d'être diablement original, c'est qu'il y a une interaction avec des vidéos, avec différents embranchements, je crois. Bon, la vidéo, déjà les films d'horreur, c'est pas du tout ma came, ça m'attire pas outre mesure, mais l'interaction avec les vidéos, je trouve ça assez, bon, certes original, mais ça m'attire vraiment pas du tout, et je suis pas hyper convaincu non plus par la DA qui fait du coup plus photoréaliste, c'est peut-être même des photos, j'espère un petit peu légèrement retouchées. Bon, le matos m'attire pas, la proposition de gameplay m'attire pas, mais je suis seulement aussi pas le public en fait, les jeux d'horreur c'est pas un truc pour moi à la base, mais bon, pour un premier projet c'est assez comment dirais-je, ambitieux de tenter un truc, un pari de ce genre là, avec donc des vidéos qui accompagnent la partie. Pourquoi pas? Pour l'instant, 140 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne pour The Horror Possession. On enchaîne avec le nouveau projet de Trick or Treat Studios, qu'on avait mentionné à quelques reprises sur le menu crowdfunding, le plus récemment pour House of a Thousand Corpses, donc un jeu inspiré par Rob Zombie. Avant ça, il y avait Seed of Chucky également, qui était juste une réplique de Chucky pour le coup, donc ça n'avait aucun rapport avec les jeux de société. Avant ça, même chose, hein, pour Chucky aussi. Donc voilà, il se lance maintenant depuis 2 campagnes sur le jeu de société. Et là, pour la première fois, il s'éloigne un petit peu de l'horrifique, on va dire, avec LA1, un jeu de détective coopératif
dans lequel on vous place donc dans une Los Angeles cyber noire, donc un petit peu façon Cyberpunk 2077 si je puis dire, hein, avec des mutants, des androïdes dans tous les sens. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour 90 à 120 minutes, 14 ans et plus. Il y a plus de 800 cartes dans le jeu, il y a des différents cas à explorer, différentes enquêtes à résoudre, mais avec des embranchements différents, donc une forte rejouabilité. Et vous le voyez, avec plus de 800 cartes, vous vous doutez bien qu'il y a une certaine profondeur et une certaine rejouabilité qui n'est pas inintéressante, d'autant plus que visuellement ça présente plutôt pas mal. Donc pour tous les amateurs de jeux d'enquête en coopération, ça peut être intéressant. Il faut être amateur du genre, du cyberpunk on va dire, mais sur le papier j'ai envie de dire que la proposition est pas inintéressante. À vous de voir si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. Rapidement, les rewards, voilà, ici, les niveaux de pledge. Bon, certes, c'est un petit peu cher par contre, hein, sachez-le, 79 $ le pledge de base, avec pas de deluxification quand même, 79 $ c'est quand même déjà un petit peu cher, mais c'est ainsi. Ensuite, on a un pledge Gumshoe à 94 $ qui vient ajouter une extension que vous apercevez ici. When Laws Fell, Case 5, donc une nouvelle enquête potentiellement. Ensuite, Chief Investigator, 124 $, donc là on est sur de la deluxification, donc les ressources, etc., tout ce qui est petits tokens qui seront donc remplacés par soit du bois, soit du plastique, j'imagine, contrairement au carton d'origine. J'ai un peu oublié entre temps. Wooden Heat. Ah, c'est wooden, donc apparemment c'est bien en bois. Il y a aussi des mini, donc le pack de miniatures que vous voyez ici, qui vont apporter un petit peu plus d'immersion également. Il y a même des trucs en acrylique fluorescent aussi, bon, allez savoir. Donc pour 124 $, ceci dit, c'est quand même un petit peu cher. Voilà donc pour ce qui est de LA1, le nouveau projet de Trick or Treat Studios. Pour l'instant, 334,38 heures, 27 jours avant la fin d'une campagne, dont le jeu est déjà financé. Très rapidement, je mentionne en quelques secondes Scarce par Toddy's Games. Alors pourquoi en quelques secondes? Parce que il y a 2, 3, 4 semaines, j'ai oublié, en août, comme ça je prends pas de risque, j'avais déjà présenté Scarce parce qu'ils avaient fait un passage sur Kickstarter qui s'était soldé par un échec cuisant après quoi, les 48 heures je crois, quelque chose comme ça. Et du coup ils se sont dit, on va tenter sur GameFound. Rappelez-vous de ce que j'ai dit sur le premier projet de cette semaine. GameFound, quand vous avez des petits jeux, alors certes celui-là a quand même pas mal produit, mais en vrai il est super galère à monter. J'ai essayé quand je l'avais vu à Cannes, parce que l'agence pour laquelle je travaille défend aussi les droits de ce jeu-là. Comme quoi, oui, j'essaie de garder quand même une certaine objectivité. Scarce, il est super chiant à monter. Je sais pas si peut... Voilà, ça c'est super chiant. Alors certes c'est super intéressant, c'est sur 2 niveaux. Vous allez vous déplacer au-dessus de la mer et dans les fonds marins, donc ouais, c'est assez intéressant de l'illustrer de cette manière-là, mais en termes de visibilité, c'est pas génial, et monter le truc était super bonbon, voilà. Mais au demeurant, ça a l'air d'être un jeu relativement intéressant. Je vous avais présenté le jeu avec un peu plus de détails lors de son dernier passage dans le menu crowdfunding il y a 3-4 semaines, donc au pire, vous cherchez Ludovore Scarce, vous trouverez le passage en question. C'est pour 30 à 90 minutes, pour 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs. Avec ceci dit, de assez jolies illustrations. Voilà, donc 4500 €, 63 contributeurs, c'est loin d'être mieux que la première campagne, on est à 50% actuellement, 27 jours avant la fin de la campagne. On reste sur GameFound avec Ice and Land par Amadeus Games. C'est un petit print and play, donc qui dit print and play dit pas cher, dit également ceux de financement ridicule, 50 €. Donc évidemment c'est financé avec 28 backers, 27 jours avant la fin de la campagne. On est sur encore une fois un jeu de Roll and Write avec de la gestion de ressources, avec de l'exploration, avec un petit peu d'asymétrie. C'est pour 1 à 50 joueurs comme beaucoup de Roll and Write, c'est pour des parties de 20 à 30 minutes. C'est plutôt charmant. Bon après ça renouvelle pas grand chose je pense dans le genre, l'exploration, la gestion de ressources, des petits challenges à aller compléter pour espérer gagner plus de points que les autres. Bon voilà, rien de très particulier. Sachez juste quand même que Pug and Play en a fait une vidéo en français pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Et juste le pledge est à 5 € parce que c'est un PNP, donc c'est très abordable. Et il y a quand même le... j'allais dire une connerie, c'est le stable pledge, on s'en fout. J'ai cru qu'il y avait le stretch pay, le truc qui vous permet de payer en plusieurs fois sans frais.
Ça aurait été assez ridicule pour un truc à 5 euros. Mais bon, ça aurait été drôle. Voilà pour Ice and Land. On enchaîne sur Sugar Pow, Dice Battle Royale. C'est le premier projet de Fancy Melon Games. J'aime bien le nom de l'éditeur. Le melon un peu classe. Le dandy melon, on va dire. J'aime bien. Et pour l'instant, pour un primo-éditeur, ma foi, 420 contributeurs, c'est pas si mal. Le jeu est déjà financé avec 21 000 euros. Sur 9 000 nécessaires et 27 jours avant la fin de cette campagne. C'est très très mignon, encore une fois. Je pense que ils se sont dit, les gars, les ludovores, menu crowdfunding, c'est entrée, plat, dessert, on fait un truc avec une thématique sucrée, forcément on va être dans les desserts, mais non, on ne me corrompt pas de la sorte. Donc non, Sugar Pow, ça reste une entrée, même si c'est un peu sucré. Et donc c'est un Battle Royale, comme son nom l'indique, vous allez choisir plusieurs personnages, on va dire, et vous allez vous affronter, ils auront quelques petites compétences particulières, etc. Il y aura masse de jets de dés, il y aura aussi un petit peu de gestion de main, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour 30 minutes la partie environ, pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu très accessible. Voilà, ça a l'air d'être assez fun sur le papier, pourquoi pas. Malheureusement pas de VF, bon c'est pas un jeu qui m'attire outre mesure, mais bon, il y a quelques petits relents de jeux que j'apprécie, tels que Dice Throne par exemple, en beaucoup plus... comment dirais-je, sans sonner, sans avoir l'air un peu insultant. Un peu Dice Throne bas de gamme, ça reste insultant pour le coup, désolé, c'est pas exactement le mot que je recherchais, mais disons que ça fait un peu Dice Throne Wish, même si c'est pas la même chose, c'est pas exactement le même genre de jeu, mais c'est l'impression que ça me donne un petit peu, d'autant plus que la thématique me parle pas des masses. Voilà donc pour Sugar Pow Dice Battle Royale. Décidément, ils sont nombreux à vouloir me corrompre cette semaine. Sweet Recipe, cette fois-ci, on a un gros gâteau avec de la crème dessus, mais non, ça ne marche pas, vous restez quand même dans la catégorie des entrées. Thématique assez bizarre d'ailleurs, hein, parce que, bon, on vous présente un gâteau, vous dites on va faire des gâteaux, j'arrive pas à parler, on va faire des gâteaux, on va confectionner des trucs, ça va être sympatoche. Non, en fait, on est sur un jeu de déduction, votre grand-mère a passé l'arme à gauche, donc... pas drôle en fait, pas drôle du tout, et simplement tous les enfants, les petits-enfants vont se réunir et ils vont participer à une sorte de jeu de piste, de déduction, pour essayer de trouver la recette ultime de la mamie qui a planqué son livre de recettes. Et en fait, tous les gamins, les petits-enfants, etc., le seul truc qui les intéresse, après le fait que leur grand-mère soit décédée en fait, hein, c'est de choper son livre de recettes. Voilà, ça c'est l'héritage quoi. Je comprends l'aspect valeur sentimentale, mais quand même... on peut aussi simplement être un petit peu triste, discuter tous ensemble des bons souvenirs qu'on avait avec grand-mère, pourquoi pas de sa tarte aux fraises, hein, certes, mais de là à se foutre sur la tronche pour aller choper son livre de recettes, c'est quand même un petit peu moche, hein, voilà. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 40 à 75 minutes la partie, l'ADA est plutôt jolie, bon c'est très un peu kitsch, parce que bon c'est une grand-mère, c'est des recettes de gâteaux, etc., donc c'est un petit peu kitsch, mais c'est assumé. Sur le papier, en termes de gameplay uniquement, ça allait être relativement amusant quand même. Il y a de la déduction, il y a comment dire, un petit peu de bluff aussi, il y a légèrement du take that, il y a un petit peu d'aspect de memory là-dedans, des petits pouvoirs spécifiques, etc. Ça paraît rien d'intéressant. Voilà, à voir. En tout cas, pour l'instant, le projet est financé avec 10 500 euros, 190 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne, et c'est le deuxième projet de Snowboard Games qui nous vient de Slovénie, qui est un pays dont on ne voit pas souvent le nom sur Kickstarter, et leur premier projet c'était Hike. Ah oui, d'ailleurs c'était eux qui avaient fait Hike, ok. Et ben du coup Hike me tentait beaucoup plus que Secret Recipe. Ça avait fait combien Hike à l'époque? 3500 contributeurs quasiment. C'est vrai que ça avait fait une belle campagne ça quand même. Et là on est très très loin des temps de passage de Hike pour Secret Recipe, qui à mon avis ne dépassera pas les 500-600 contributeurs grand max pour celle-ci. Voilà donc pour Secret Recipe. On n'a pas encore fini des entrées, croyez-moi, il y en a encore un paquet. Le prochain, c'est Cosmic Conquest par Rising Empire Studios, une équipe motivée qui avait créé un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner. Vous voyez qu'il y a un petit drapeau français que j'avais pas aperçu lors de la préparation de l'émission, donc il faudra pas que j'oublie le petit drapeau qui tourne, parce que oui, il y aura bien une VF apparemment, physique ou digitale, hein, à vérifier. Et donc, ils avaient donc fait un premier projet sur Kickstarter à l'époque, donc un jeu de cartes à collectionner, dans le même univers que Cosmic Conquest. Ils avaient ensuite sorti un roman genre de 500 pages, également une BD dans l'univers de Cosmic Conquest également, et cette fois-ci, ils pondent le jeu de plateau de Cosmic Conquest, qui pour l'instant fait pas mouche. Ça déplace pas les planètes, hein, ça déplace pas les montagnes. 130 backers,
28 jours avant la fin de la campagne, 40 000 $ d'engranger ceci dit, mais l'objectif est de 50 000 $. Ceci dit, presque 40 000 $ avec seulement 130 backers, ça veut dire que les pledges sont un petit peu chéros quand même, vous vous en doutez un petit peu. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour 45 minutes la partie, et on va se foutre sur la tronche. On va se foutre sur la tronche pour prendre possession de planètes. Il y aura de la gestion de ressources, il y aura un petit peu de contrôle de territoire également, mais il y aura aussi masse de jet de dés et de gestion de main, puisqu'on va aussi se battre avec des cartes. Ceci dit, l'ADA est plutôt jolie, j'ai envie de dire que c'est plutôt vendeur sur le papier, hein. Visuellement ça présente plutôt plutôt pas mal, c'est aussi issu d'un univers étendu qu'ils développent quand même depuis 3-4 ans, d'abord avec leur jeu de cartes à collectionner, puis avec une BD, un roman, maintenant avec Cosmic Conquest, donc bon, ils sont ambitieux, ils sont motivés. Le matos ça va pas l'air dégueulasse non plus, alors là c'est vrai que c'est la version Deluxe qui est mise en avant ici, certes, mais quand même, ça présente plutôt pas mal. Alors, si on passe un tout petit peu de temps sur les pledges rapidement, la standard est à 75 $, là vous voyez que là qu'il y a des standees pour le coup. Ensuite vous avez la Deluxe à 130 $ qui vient ajouter quelques petites figurines de ci de là. Et puis ensuite vous avez le All-in Pledge à 215 $, ça coûte quand même un peu un bras, il va falloir peut-être hypothéquer justement mamie, hein, on parlait tout à l'heure de Secret Recipe, on va hypothéquer la grand-mère aujourd'hui. Mais cette fois-ci, donc il y a un playmat, il y a des promo cartes en plus, il y a le Harbinger Contender Pack, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'ai complètement zappé. Des personnages supplémentaires, j'ai l'impression, avec des standees et leurs miniatures, donc c'est plus de personnages peut-être. Mais bon, ça quand même coûte 215 $ cette fois-ci, ça coûte un bras. Hein. Donc voilà pour ce qui est de Cosmic Conquest. Oui, encore une fois, je le précise, une VF apparemment, donc même en version physique vraisemblablement. Auquel cas, s'ils en restent à ce nombre de backers là, ils vont pas rentrer dans leurs frais. Mais bon, 40 000 $ d'engrangés, 130 backers pour l'instant, le projet n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire. Il reste encore 28 jours avant la fin de la campagne. Si on s'en tient uniquement à l'illustration de la boîte, on s'attend peut-être à un jeu d'escape game, peut-être coopératif ou solo, etc. Et ben non, il n'en est rien. Escape Master, excusez-moi, lapsus, c'est un jeu de rapidité où on va juste devoir se défausser de toutes ces cartes avant les autres joueurs. Ça vous rappelle 103 083 jeux, c'est normal, c'est un peu le cas. Les règles seront disponibles en français, donc encore une fois une VF, format digital ceci dit, mais quand même pour les potentiels contributeurs francophones de Escape Master, qui pour l'instant n'est pas encore financé à 28 jours qui nous séparent de la fin de la campagne. Et voilà, juste un jeu où on va se défausser de nos cartes, simplement certaines de nos cartes ont des petits effets instantanés ou non, etc. Et encore une fois aussi, un truc qui crée un décalage assez marquant, c'est que la boîte fait penser encore à du truc de ninja, un peu sympatoche, même cette illustration est plutôt jolie d'ailleurs, un peu manga, mais jolie quand même. Et on a des cartes qui sont radicalement différentes dans le jeu. Alors il y a aussi des cartes comme ça, il y a des ninjas, mais il y a des robots, il y a des souris de façon un petit peu Disney. Et il y a des personnages totalement normaux aussi. Donc il y a un petit manque de cohérence en termes de DA qui me dérange pas mal. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Un petit jeu relativement simple, relativement accessible, qui coûte pas très cher, hein, c'est 19 $, plus potentiellement une extension qui mène le pledge à 27 € et non plus, donc c'était 18 pour le pledge de base. Voilà donc pour ce qui est de Escape Master. Et non, on est encore dans les entrées. Et oui, ça va être long. Le prochain c'est Trash Dash, The Chaotic Critter Racing Board Game, 160 contributeurs si j'arrondis, 29 jours avant la fin de la campagne, 6500 € d'engrangés, donc c'est pas encore financé, ça peut se faire, je pense pas qu'ils vont annuler quand même, c'est pas si ridicule que ça, d'autant plus que c'est uniquement le deuxième projet de Shiny Pigeon Games. Il y a pas mal d'éditeurs avec des noms vraiment funky, c'est marrant. Il avait proposé quoi? Ouais d'accord, c'était des pins, c'est pour ça que je ne connaissais pas. Mais des pins dans l'univers de Trash Dash apparemment. Marrant. Et du coup, Trash Dash, c'est un jeu de course. Un jeu de course dans lequel vous allez incarner des animaux dans les rues d'une ville. Et vous allez faire la course en essayant de collecter un maximum de déchets. Voilà. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour 20 à 30 minutes la partie, 8 ans et plus, vous aurez différentes ruelles, donc différentes pistes on va dire pour votre jeu de course, que vous pourrez utiliser pour renouveler un petit peu l'expérience, 6 personnages,
donc ces petits animaux que vous pourrez utiliser hein, au choix, avec des petites compétences asymétriques que vous pourrez utiliser de temps à autre. Voilà. Et fondamentalement, ça reste un jeu de course plutôt mignon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, à tester. Mais bon, a priori, c'est pas spécialement un jeu qui va intéresser beaucoup de monde. 158 contributeurs, 6500 € d'engrangés pour l'instant, 29 jours avant la fin de la campagne pour Trash Dash. J'aime beaucoup le football, c'est une tare que j'assume, pas de soucis, mais Custom Football par Avenger Games sur GameFam actuellement, c'est moche comme un fion un lendemain de curry thaïlandais, bien épicé. 7 backers, parce que oui, du coup, le jeu est tellement pas séduisant qu'il y a juste les cousins, la grand-mère, celle-là n'est pas encore décédée, contrairement à Sweet Recipe, Secret Recipe. Voilà, si vous ôtez les membres de la famille, il n'y a plus personne. Bon, il reste 29 jours de la campagne, avant la fin de la campagne, pardon, pour espérer choper 20 000 €. J'y crois pas une minute. Mais bon, on va voir ce que ça donne pour Custom Football. C'est pour 1 à 6 joueurs, 45 minutes la partie. Jeu de football assez vilain. Voilà. Je reste avec plaisir sur mon petit Undici, parce que celui-ci vraiment m'attire pas du tout. Pour le reste, bon, c'est un jeu de foot, on peut assez aisément imaginer les règles que ça peut proposer, avec un petit peu de gestion de main, il y a des cartes dans tous les sens, on pourra aussi faire du draft de joueurs, etc. Bon, c'est pas diablement intéressant. Vous avez le Core Pledge qui est à 64, en plus c'est va donner, et le Custom Football All-in Pledge à 105 €, qui vient ajouter une sorte d'extension avec des personnages supplémentaires, j'ai l'impression. Voilà donc pour ce qui est de Custom Football, ça vend pas du rêve, 7 backers, 29 jours avant la fin de la campagne. Et là, attention, parce qu'on va enchaîner 1, 2, 3, 4, 5 projets français, tous sur Ulule. Ils sont tous lancés en même temps. Mais l'avantage, vous le savez si vous suivez le menu crowdfunding depuis quelques semaines ou quelques mois, quelques années peut-être même, hein, pour les plus anciens, hein, les vieux de la vieille, eh bien vous savez que quand une campagne est sur Ulule, je la mentionne, mais je passe vraiment pas de temps, même pour une entrée, ce sera encore plus court que les autres entrées, parce que tout est en français en fait. Donc, et comme vous avez le lien vers toutes les campagnes dans la description de la vidéo, allez checker par vous-même. Le premier, c'est Time Clue, un petit jeu de cartes qui mêle escape game et géocaching. J'aime beaucoup la proposition, parce que, bon, escape game c'est pas forcément mon fort, en revanche, géocaching, j'adore ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais pour ceux qui connaissent pas, checkez un petit peu ce que c'est le géocaching, c'est très fun, et ça vous fait sortir de chez vous. Très cool, j'aime beaucoup. C'est pour des parties de 60 à 90 minutes, pour 1 à 3 joueurs, pour l'instant 25 contributions, mais il reste encore 28 jours avant la fin de la campagne. On est actuellement à 35% du seuil de financement, avec un jeu qui coûte encore une fois pas très cher, hein. On a du pledge à 25 €, on a même du pledge un peu moins cher que ça, non c'est le prix de base pour Time Clue, donc 25 €. Voilà donc pour Time Clue. Toujours sur Ulule, on enchaîne donc avec les nominés du Néombre, un jeu de cartes coopératif qui vous place dans un univers de dark fantasy, et c'est un jeu hautement stratégique avec apparemment un matos plutôt sympatoche sur le papier. Pour l'instant 89 contributions, 28 jours avant la fin de la campagne, le jeu n'est pas encore financé, mais bon, ça devrait pouvoir se faire. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 30 minutes, pour 13 ans et plus, et ma foi, bon, ça a l'air de présenter plutôt pas mal. Il y a un petit côté amateur comme souvent sur Ulule, mais qui n'est pas forcément déplaisant. On cherche pas forcément le même degré de qualité de production, de qualité d'illustration, etc. sur Ulule que sur GameFound ou sur Kickstarter. Là, il y a un petit côté amateur, certes, mais qui donne un petit peu de charme finalement au projet. Voilà pour ce qui est donc de les nominés du Néombre. Juste rapidement, la version de base c'est 40 €, et vous avez aussi une édition collector à 100 €. Bon là ça commence à faire un petit peu plus cher ceci dit. Prochain projet Ulule, c'est Les Mouettons-Pieds. Mais quel titre formidable! J'ai envie de dire, 52 contributions, 33 jours avant la fin de la campagne, 26% de financement pour l'instant. Bon, on va allier la mémoire, pas mon fort, la stratégie, les attaques en tout genre, des 2 joueurs et transportable partout pour tous les fans de mouettes. Voilà, vous me direz en commentaire, éventuellement pour tous les fans de mouettes, écrivez juste mouette potentiellement, hein, vous me direz. Et c'est par Olivia, donc j'imagine c'est le premier projet, peut-être. Voilà, c'est plutôt charmant, très simple, très sobre, mais c'est assez marrant. Ça me rappelle un jeu qui s'appelle Stool Pigeon, dont les droits sont défendus par l'agence pour laquelle je bosse, si je me souviens bien. Bref, aucun rapport.
fils unique, comme dirait l'autre. Le jeu de base est à 22 € apparemment pour le pack crabe, mais il y a plusieurs packs. Il y a le pack bigorneau, dans lequel le jeu est transportable dans un pochon de transport. Voilà, c'est encore plus économique et plus, comment dirais-je, facilement transportable que le pack crabe, et c'est moins cher avec 15 €. Voilà donc pour ce qui est de l'émouette en pied. On enchaîne avec le bien nommé Kuba, parce que tous les Kubas sont permis. Pour des soirées délirantes en famille ou entre amis, c'est pour 8 ans et plus, c'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 15 à 30 minutes, et là pour le coup c'est le beau succès Ulule de la semaine, 110 contributions. Bon, il reste en plus 38 jours avant la fin de cette longue campagne, mais pour le coup, on est sur un joli petit projet qui présente plutôt pas mal, la DA est plutôt charmante, jeu de cartes et 2D, fun et dynamique, on va se foutre sur la tronche, les cartes sont plutôt sympatoches, j'ai envie de dire que la DA de manière générale a un certain charme, c'est pas forcément le plus joli coup de crayon que j'ai vu ces dernières années, mais quand même, ça a un certain charme. J'aime bien la proposition visuelle de Kuba. Vous aurez le temps de découvrir par vous-même la page de la campagne, bien évidemment en français, mais sur le papier, je trouve que la proposition est pas vilaine. Voilà donc pour Kuba, dont le pack champion coûte actuellement 24 €, donc encore une fois quelque chose de relativement abordable, et pour le coup, celui-ci est déjà financé. Dernière entrée de la semaine. Je croyais que je n'y rêverais jamais. Juste par curiosité, je suis à combien de temps là? Je suis à 40 minutes d'enregistrement et on en est encore aux entrées. Ça va faire mal cette semaine. Celui-ci c'est Raconte! Point d'exclamation. Un jeu de discussion pour voyageurs avec des dizaines de cartes pour animer les conversations et se découvrir autour des thèmes de l'aventure et des voyages. 10 contributions. Ça commence doucement, hein, mais bon, on verra là où ça nous mène. D'autant plus que le seuil de financement est très très bas, donc il y a quand même bon espoir que ça finance, et d'autant plus qu'il reste 39 jours avant la fin de cette longue campagne, qui nous vient de Montréal d'ailleurs, hein. Sachez que ça nous vient de Montréal, et donc de nos amis québécois, et ça fait plaisir par contre. Pour le reste, bon, les cartes visuellement, ça envoie pas du rêve là, clairement, ça donne pas très envie, ça a un côté très amateur pour le coup. Mais bon, c'est aussi pour ça que Ulule est là, il faut bien l'avouer, et ça coûte quand même très peu cher, encore une fois, 18 $ à peine, pour Raconte, ce petit jeu de discussion spécifiquement pour les voyageurs. Hein, si vous ne voyagez pas, non, vous ne jouez pas à Raconte, vous ne racontez rien, vous n'avez rien à raconter parce que vous ne voyagez pas. Et du coup, je l'ai dit, hein, dernier projet des entrées de la semaine, on va enfin pouvoir passer aux plats principaux. Allez, on entame maintenant les plats principaux de la semaine, et oui, je me suis changé, parce qu'en fait, on est le lendemain. J'ai fait les entrées le jeudi soir, et là j'entame les plats principaux, le vendredi après-midi. En vrai, j'aurais dû faire ça vendredi soir, mais vendredi soir, on a un podcast à tourner aussi. Donc, ouais, je suis quand même bien busy, bien occupé, Laura. Et du coup, j'ai changé de vêtements. Je suis en chemise parce que je reviens du travail, voyez-vous. Et je l'imagine déjà Zeugma dans ma tête, qui dit même ses chemises sont beaucoup trop voyantes. Et j'ai envie de dire quelque part, ferme-la, ferme-la. Mais bon, quoi qu'il en soit, parlons plus de chemise, parlons maintenant de plats principaux dans ce menu crowdfunding. Le premier, il s'agit de Rayman The Board Game. Alors, Rayman, c'est un personnage de jeu vidéo des années 90, 2000, 2010 même, qui a certainement bercé l'enfance de nombreux spectateurs de la chaîne, en tout cas pour ceux qui étaient amateurs de jeux vidéo dans leur plus tendre enfance, et même maintenant potentiellement, sait-on jamais. Et donc, je crois, en tout cas que c'est la première fois, enfin à ma connaissance, qu'il y a une adaptation de Rayman en jeu de société. Et c'est l'œuvre de Flyos Games, un éditeur canadien, de Montréal, pour être plus précis, à qui l'on doit déjà plusieurs campagnes relativement couronnées de succès, plus ou moins, ça dépend des campagnes. On les connaît notamment pour Until Daylight et le jeu dans la même gamme qui était Survive Until Daylight. On les connaît aussi et surtout pour Vampire the Masquerade Chapters ou encore Werewolf the Apocalypse Retaliation par exemple, qui a été des belles campagnes et des beaux succès en termes de stats, de résultats purs. Je crois que par exemple, allez, on voit juste les deux dernières campagnes, par curiosité, je crois qu'on était à plus de 5000 contributeurs sur les deux. 4004 pour Werewolf et Vampire, on était à... Ah non, 4000, on était à moins de 5000 quand même, mais c'est quand même des beaux résultats malgré tout. Et qui dit Flyos Games dit également campagne en français, et ça fait plaisir.
Du coup, on s'éloigne quand même pas mal de ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant. Donc, généralement assez sombre, on avait beaucoup de zombies, des loups-garous, des vampires. Là, on a Rayman. On c'est beaucoup plus coloré tout de suite. Hein. C'est beaucoup plus funky. Ceci étant dit, j'ai encore jamais baqué de jeux de Flyers Games, mais ils ont une réputation qui est pas tout à fait clean sur leur KS. J'ai pas checké plus que ça dans les détails, mais bon, sachez-le, soyez un petit peu sur vos gardes. A priori, je crois que les retards, si mes souvenirs sont bons, sont souvent mentionnés. Je ne sais pas. Les composants, là-dessus, je n'ai aucune idée. Mais là, quoi qu'il en soit, pour les composants, a priori, ça devrait être safe parce qu'ils sont accompagnés par Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, pour le coup, d'origine, de Rayman, qui couvre un petit peu le projet, quoi, on va dire. Hein. C'est pour 1 à 4 joueurs, même s'il y a possibilité de jouer jusqu'à 5 avec une extension. C'est pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est pour 8 ans et plus, ce qui en fait un jeu super accessible, hein, très familial pour le coup. Et c'est un jeu de course, puisque Rayman à la base c'est un jeu de plateforme, c'est difficile de faire un jeu de plateforme en jeu de société à mon avis. Du coup, ils ont mêlé le jeu de course avec des petits aspects de plateforme malgré tout assez présents. Vous allez contrôler un des personnages de l'univers de Rayman et vous allez simplement faire la course sur différents circuits. Alors vous avez des tuiles double face, vous les connectez l'une avec l'autre et vous voyez qu'il y a des plateformes, il y aura aussi des ennemis qui vont être apposés de ci de là, etc. Et donc on va essayer simplement de finir le circuit le plus rapidement possible avec quelques petits prérequis. Il faudra d'abord libérer des petits esprits, des teenies, je sais plus comment ça s'appelle, pour ensuite pouvoir espérer terminer la course et l'emporter. Si vous n'avez pas libéré 3 je crois, vous ne pouvez pas l'emporter quoi en gros. On a de très très belles miniatures, là-dessus vraiment rien à redire, les miniatures ont l'air d'être hyper classe, si on est amateur de Rayman franchement ça fait plaisir, il y a un petit aspect collection assez sympatoche, des miniatures en vinyle. Ça me semble un peu nouveau, un peu étrange, mais apparemment c'est en vinyle et elles sont quand même hyper classe. Des cartes d'action, des petits tokens de ci de là, bon, rien de très extraordinaire en termes de composants, si ce n'est donc les miniatures qui sont vraiment très très classe et en plus pré-peintes. Ensuite, extension. On a l'extension pour jouer jusqu'à, non pas 5 mais 6 joueurs en réalité, c'est celle-ci, hein, la 5 and 6 Players Expansion, avec 2 nouveaux personnages que vous voyez ici. D'ailleurs, on n'a pas le prix ici. Non, il n'y a pas le prix là, par contre pour l'extension, oui, allez savoir pourquoi. On verra le résumé des pledges par la suite, ce n'est pas une grande importance. Ensuite, il y a une autre extension qui est un set en fait, de 10 miniatures supplémentaires. C'est les mêmes personnages, c'est juste, on va dire des reskins, en parlant de vocabulaire de vidéo game, enfin de jeux vidéo. C'est les mêmes personnages, mais avec des postures, des habits, des costumes un petit peu différents, en gros. Ensuite, on a une extension de Deluxe, enfin, c'est de la pure Deluxification, aucun contenu de gameplay, c'est juste pour aller améliorer un petit peu les qualités des composants, quoi, en gros. Et vous avez aussi une boîte en métal pour ceux qui désirent la prendre. Vous aurez la boîte en carton de base ou vous pourrez choisir de prendre la boîte en métal. Les sleeves sont aussi disponibles et donc on a des miniatures assez costauds potentiellement si on le désire. Puisque vous voyez que dans le jeu de base elles font 45 mm. Vous avez une large scale figure qui est en add-on qui fera donc 150 mm, donc quand même une sacrée belle taille, pas tellement utilisable en jeu pour le coup, ça fera beaucoup trop gros sur le plateau, mais donc en add-on vous pourrez prendre les miniatures en grand format, et c'est vrai qu'elles sont tellement jolies que si on est fan de Rayman, ça doit pouvoir faire plaisir. Alors les pledges, je le disais tout à l'heure, la boîte de base, donc uniquement la boîte de base, hein, c'est le jeu en sec, 1 à 4 joueurs, 1 à 4, 2 à 4, j'ai peut-être oublié de checker, mais bon bref, disons 2 à 4 joueurs, et donc pas de 5-6 joueurs, attention, c'est 44 € ou 49 $ américains, ne regardez pas à gauche sauf si vous êtes canadien, les dollars canadiens sont très différents en termes de valeur des dollars américains qui se trouvent au milieu, donc 44 € pour les Québécois qui nous suivent, 65 $ canadiens. Ensuite, vous avez le Pledge Origins qui vient ajouter l'extension 5-6 joueurs, les 10 miniatures supplémentaires ainsi que la detoxification, le tout pour 133 €, 199 $ canadiens, ça fait quand même déjà une bonne douille, ça fait quand même combien? Ça fait 44, 133, ça fait quand même 90 € de plus, hein, c'est quand même assez conséquent. En termes de dollars canadiens, ça fait quand même 130 de plus, c'est vraiment très conséquent en termes d'augmentation de tarifs. Ensuite, Legends, alors là c'est la même chose que le pledge précédent, mais avec les miniatures large scale, donc les grosses miniatures, format 15 cm de haut du coup, 233 € ou 350 $ canadiens, ça commence à faire très très cher, mais bon là on est purement dans la collection parce qu'on est gros fan de Rayman quoi en gros. Hein. Ensuite, durant la campagne, il y aura la possibilité de créer, avec toute la communauté des backers,
un nouveau circuit ensemble. Bon, ça peut être sympa éventuellement. Ensuite, continuons le how to play rapidement. Donc, choisissez un personnage, le deck de cartes qui va avec. Il y aura quelques petits éléments d'asymétrie, j'imagine. Ensuite, on va choisir les faces du circuit que l'on va être amené à choisir, sur lesquelles on va être amené à évoluer. On va placer tout plein de tokens dessus, des ennemis, des Tinnies, j'ai encore oublié leur nom. Ensuite, chaque tour, on va jouer 2 cartes chacun. Il y aura un chiffre en haut à gauche qui déterminera l'initiative, l'ordre de tour, etc. À partir de là, on va entreprendre les actions, donc on va avancer, on va tabasser de petits monstres, on va sauter sur des plateformes, on va également libérer des Tinsies, donc pas les Tinnies mais Tinsies, et il en faudra donc 3 avant de pouvoir espérer finir la partie, finir la course. Et donc au final, celui qui l'emportera, qui réussira à terminer la course en premier en ayant libéré 3 Tinsies, l'emportera. Vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia ainsi que sur Tabletop Simulator, sur TTS. Vous pouvez également télécharger le livret de règles, mais uniquement en anglais pour l'instant. Celui en français n'est pas encore disponible. En revanche, ce qui est disponible en français, c'est la vidéo de A2Game qui vous permettra d'avoir un regard un petit peu plus éclairé sur le jeu. Alors que je crois qu'il y a d'ailleurs l'auteur Maxime Tardif qui est au milieu des 2 autres intervenants. Donc l'auteur du jeu sera présent sur la vidéo apparemment. Alors oui, je ne l'ai pas mentionné en début d'intervention, mais au-delà de l'équipe habituelle de Flyos, il y a donc aussi Maxime Tardif, l'auteur de Earth, qui est derrière le projet. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Earth, donc c'est quand même bon de le mentionner, même si de notre côté, avec Xavier, on n'a pas été époustouflé par Earth, qui n'était pas un jeu désagréable, mais qui nous a pas non plus émoustillé plus que ça, et j'avoue que je suis un tout petit peu lassé, fatigué des très nombreuses interventions et publications de Maxime Tardif justement sur la communauté des ludistes francophones. Au début c'était vraiment marrant de le voir aussi enthousiaste sur le succès de son projet, et c'est tout à fait légitime d'ailleurs, mais c'était tellement souvent redondant, souvent pour souligner la remise de récompenses envers Earth, etc., que de plus en plus ça devient un petit peu ouais bon arrête, c'est bon, on a compris, et ça fait un petit peu promotion dissimulée, bof, je suis pas fan. Au demeurant, il a l'air d'être super sympa, très agréable comme gars, mais la façon de communiquer sur son jeu m'a un petit peu agacé sur la fin, quoi. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas grande importance en soi. Donc on continue, quelques petits éléments en termes de présence sur table, quelques petites photos qui vous montrent un petit peu ce à quoi ça peut ressembler, et c'est vrai que les miniatures sont quand même très classe. L'ADA est très jolie, hein, ça reprend vraiment l'univers de Rayman de bien belle manière, c'est très fidèle, c'est très joli. Donc j'imagine que quand on est fan de Rayman, ça doit être vraiment très cool. Ensuite, le shipping, donc on arrive dans les plats principaux de la semaine, donc on va faire un petit point aussi sur le shipping, sur les frais de port. Pour l'Europe, c'est de 15 à 39 $ canadiens. Alors pour le coup, ils auraient pu faire le change vers les euros, parce que les dollars canadiens, ça nous parle pas beaucoup en général, mais ça doit être de l'ordre de 9-10 €, quelque chose comme ça, environ, j'imagine. Donc c'est quand même des frais de port très abordables. Pour le Canada, 14,29, j'imagine que ça dépend de l'état, de la zone du Canada dans laquelle vous vivez, jusqu'à 46, donc ça dépend du pledge encore une fois, et nous qui sommes en Asie, ce serait de 15 à 25 $ canadiens, donc encore une fois relativement abordable. Et théoriquement le jeu devrait être livré en juillet 2025. Voilà pour ce qui est de Rayman The Board Game. Je souligne juste que je suis pas très fan de l'appellation The Board Game à la fin, parce que certes c'est un jeu sur l'univers de Rayman, mais bon, il y a quelques éléments de plateforme de ci de là, mais c'est pas un jeu de plateforme à proprement parler, c'est essentiellement quand même un jeu de course, donc ça reprend pas totalement l'esprit de Rayman à mon avis, mais bon, ça c'est vraiment des pécadilles, on s'en fout un petit peu en réalité. 1125 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne, et près de 140 000 € d'engrangés. Également disponible en version francophone cette semaine et sur GameFound, c'est Tameri, le nouveau projet de Postscriptum qu'on avait vu récemment, enfin récemment, ça fait déjà au moins 2 ans et demi, sur Kickstarter, avec Shogun no Katana, qui a été un très beau succès, qui est un très joli jeu. D'ailleurs, je vais être obligé, bien évidemment, de par la thématique du jeu, de faire toute l'intervention sur Tameri de profil, hein, parce qu'on parle quand même de l'Égypte, donc je suis obligé de faire une blague un petit peu naze et de regarder Macalax pendant 15 minutes,
mais en même temps si je le fais je vois pas ce que je commente, donc ça va être un petit peu galère, donc je le fais pas. 580 backers, 18 jours avant la fin de la campagne, et on va sur un jeu de placement d'ouvriers qui bien sûr est donc placé, qui vous emmène dans l'Égypte antique. Alors c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 120 minutes, donc un petit peu long quand même, attention à ça, 14 ans et plus. On est sur un jeu de placement d'ouvriers, je l'ai dit, donc de gestion de ressources, qui est jouable également en solo, mais également en compétitif. Disponible en français, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est toujours bon de le dire à plusieurs reprises. De toute façon, il y aura le petit drapeau qui tourne en début d'intervention. Voilà un petit peu l'apparence de Tameri une fois sur la table, et ma foi, bon, c'est pas vilain, c'est un petit peu orangeâtre parce que bon, c'est le désert en même temps, thématiquement, hein, ça fait sens, mais globalement, ça a l'air d'être plutôt joli, et j'aime bien les petites billes qui sortent de la pyramide, c'est quand même plutôt charmant, avec oui, le petit réceptacle que l'on voit au sommet de la pyramide qui va accueillir les petites billes, on saura pas forcément d'où elles vont sortir, ça c'est plutôt intéressant, même si c'est un aspect de hasard assez prépondérant. Et donc il y a un descriptif un petit peu plus détaillé ici. Vous aurez donc placement d'ouvriers certes, gestion de ressources certes, mais il y aura également du engine building, donc de la construction de moteurs, du tableau building, donc construction de tableaux sur votre plateau personnel, set collection, donc du collection de petits logos de ci de là pour aller faire des combos, etc. Hidden resources, donc des ressources qui seront cachés, qui seront dissimulés, et donc il faudra certainement aller explorer telle ou telle zone, ou se placer dessus pour pouvoir découvrir ce qui se trouve derrière. Bidding, donc il y aura aussi du pari, et il y aura aussi de la programmation avec de la sélection d'actions en simultané. On a apparemment des composants relativement clean aussi, donc ça fait plutôt plaisir, et il y a aussi des extensions pour aller enrichir un petit peu l'expérience. Alors, vous avez ici le livret de règles en anglais, malheureusement pas en français pour l'instant, mais c'est toujours bon à savoir. Il y aura aussi ici les règles pour le solo. Alors on voit ici donc les fameuses billes que vous avez placées dans la pyramide qui ensuite vont naturellement se répartir dans tel ou tel espace, et donc les zones d'accès seront bien évidemment différentes, et il y a ce petit aspect de hasard qui peut rendre le tout assez excitant, mais si vous êtes un gros amateur de contrôle et que vous n'appréciez pas trop le hasard, c'est peut-être une facette du jeu qui vous plaira un petit peu moins, mais en tout cas en fonction du temps, de la météo nous dit-on, eh bien on va avoir des champs plus ou moins productifs, on va dire, plus ou moins efficaces en termes de labour, enfin pas de labour mais de production de ressources quoi en gros. Ensuite vous aurez vos cartes d'action que vous allez essayer de jouer du mieux possible en termes de timing. Il y aura aussi des petits combos de symboles que vous voyez ici. Ensuite, vous avez donc l'action, la prise d'action en simultané avec le joueur, la sélection d'action en simultané que vous allez retourner pour ensuite divulguer l'action que vous allez entreprendre. Vous allez faire votre petit placement d'ouvriers sur les différents emplacements qui va être assez nombreux sur le plateau central avec donc du farming. Hein. Ensuite, vous aurez également vos ouvriers qui pourront ensuite être transformés en prêtres apparemment pour aller, comment dirais-je, gravir les échelons de l'échelle de la hiérarchie dans les temples égyptiens anciens, antiques. Ensuite on voit aussi des sphinx de ci de là, bref, on a pas mal de trucs. On voit aussi des bâtiments qui peuvent être construits également en cours de partie. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de façons de scorer à aller voir, qui sont plutôt intéressant, avec pas mal de mécanismes euro assez bien mis en avant et plutôt thématique vraisemblablement, avec la possibilité de rajouter une sorte d'obélisque sur la pyramide. Ça c'est assez étrange, mais ma foi pourquoi pas. Voilà, continuons un petit peu. Ouais, Accurate Theme, c'est un peu ce qui transparaît dans la campagne, ça a l'air d'être un jeu euro, mais quand même relativement thématique, et ça c'est plutôt plaisant parce que les euros vraiment secs, bien sécos, je trouve toujours ça un tout petit peu dommage, à moins que vraiment ce soit clair et net depuis le début que c'est très sécos quoi. C'est un jeu Eurogame avec une thématique vraiment présente, visuellement parlant, mais finalement pas tellement retranscrit dans le jeu. Je trouve ça toujours un petit peu dommage, quoi, un petit peu gaspille d'imagination, vous voyez. C'est pas très clair ce que je veux dire, mais bon. Continuons. What's in the box, rapidement. Le plateau central, les billes, on a 16, 24, 16, ça dépendra donc des différentes ressources. Le petit entonnoir là pour la pyramide, ensuite la pyramide en elle-même, des disques, des petits marqueurs de ci de là, des cartes dans tous les sens bien évidemment, et de quoi jouer pour chacun des joueurs autour de la table bien évidemment. Il y a aussi l'extension Mat qui vient vous ajouter de nouvelles billes de couleurs, donc de météo différentes, avec de la famine, des tempêtes de sable, des alertes rouges,
période de fertilité accrue, etc. Des petits tokens supplémentaires, donc des petits sets de règles supplémentaires. Il y a aussi un upgrade pack, donc pour aller deluxifier un petit peu l'expérience, avec donc le fameux obélisque, avec des ressources, cette fois-ci en bois, non c'est en plastique souple, un peu plus, comment dire, un peu plus d'immersion au niveau de la présence des ressources qui sont cette fois-ci vraiment uniques d'une ressource à l'autre. Mais donc, qu'est-ce que ça fait en termes de pledge tout ça? Vous avez le pledge de base ici à 59 € pour juste Tamery, donc le jeu de base, sans deluxification, sans extension. Ensuite, vous avez à 77 € le jeu de base plus l'extension Math, qui donc là va rajouter du gameplay. Et sinon, à 99, vous avez l'édition Deluxe, donc avec l'extension Math, et ainsi que le petit upgrade pack pour aller deluxifier un petit peu donc toutes les ressources, avoir l'obélisque, etc. Sinon vous pouvez aussi piocher en add-on pour voir des trucs éventuellement que vous voudriez ajouter à votre pledge, y compris Shogun no Katana qui est disponible durant la campagne, mais également Kepler 3042, Wendake, Florenza X Anniversary, etc. Enfin, 10th, sur le 10th Anniversary à mon avis. Et puis il y a même Shogun no Katana en Deluxe, ça c'est plutôt cool. Bon, 119 € ceci dit. Voilà, on va maintenant aller voir le shipping. Shipping pour le Canada 20-23 jusqu'à 23-28 en fonction du page que vous allez choisir. Europe, j'imagine que le 1, il doit y avoir la France et la Belgique. Belgique, France. Il y a même Monaco, il y a aussi le Luxembourg par exemple. Ça c'est 13-15 jusqu'à 15-17. Et pour nos amis suisses éventuellement. Où sont nos amis suisses? Switzerland, Europe 2, donc 24-27 jusqu'à 27-33. Nous on doit dans Asia 2 j'imagine, ouais c'est ça, pour le Japon 20-25 jusqu'à 24-30. Et juste par curiosité, y a-t-il des vidéos en français? Parce que j'ai pas checké ça pour le coup. J'ai pas l'impression qu'on ait des vidéos en français, c'est dommage pour un jeu qui pourtant sera disponible en VF. Mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Tamery, le nouveau projet de Postscriptum, l'éditeur italien, qui pour l'instant a recueilli 580 backers, 18 jours avant la fin de la campagne. Continuons avec Trust Me, et du coup quand on vous dit faites-moi confiance, c'est pas très engageant. Du coup vous avez envie de dire il y a anguille sous roche, quelque part il y a éléphant sous gravillon. Trust Me, c'est le nouveau projet de Gonzalo Aguirre Bisi. Alors ça ne vous parle peut-être pas trop quand on vous dit juste le nom de la personne, du représentant, mais c'est en réalité Thundergriff Games, un éditeur espagnol assez renommé, à qui l'on doit notamment Darwin's Journey, qui avait fait quand même beaucoup parler de lui récemment. On avait aussi eu Tang Garden, un jeu magnifique, mais qui n'a pas forcément la meilleure des réputations, au-delà de l'aspect visuel qui est vraiment très très beau pour le coup. Ou encore Iwali, qui a plutôt bonne réputation pour le coup. Et puis plus récemment, l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, ou en début d'année, on avait aussi Last Hours, et il me semble que c'était illustré par le même gars que Trust Me justement. Et du coup c'est très très beau, parce que pour rappel, Heatherstone, on peut regarder très rapidement, mais l'un des points centraux de l'attrait que je pouvais ressentir pour Heatherstone, c'était la DA, qui était vraiment très 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 belle, j'aimais beaucoup, et pour le coup c'est le même gars qui fait la DA de Trust Me. L'intérêt aussi de Trust Me, c'est que c'est une des rares campagnes de Pledge What You Want. Pledge What You Want, ça veut dire payer ce que vous voulez. Donc vous payez 1 $, vous recevez le jeu. Vous payez 30 $, vous recevez le même jeu. Donc forcément, on a plus envie de mettre 1 $ que 30, mais en réalité, il y a plusieurs, pas beaucoup, il y en a quelques éditeurs qui ont essayé de faire de Pledge What You Want ou de Pay What You Want pour des campagnes de Kickstarter. Et je me souviens que Lemery Games en avait fait une il y a quelques temps, et ils avaient ensuite dévoilé genre la moyenne de la somme backée par les personnes sur la campagne, qui avaient donc le choix de ne mettre qu'1 $ pour recevoir le jeu, mais en moyenne c'était plutôt aux alentours de 10-12 $, quelque chose comme ça. Donc les gens sont quand même pas trop pingres non plus. Et donc Trust Me pour l'instant a recueilli 1600 backers, 24 000 € d'engrangés, la flemme de faire la division, mais du coup vous voyez bien qu'ils n'ont pas mis 1 $. En même temps il y a aussi un pledge à 30 $, soyons honnêtes, et donc 20 jours avant la fin de la campagne. Trust Me, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 30 minutes, et c'est un jeu essentiellement de gestion de main qui se base aussi sur la confiance, d'où le Trust Me. Et bien évidemment, il ne faudra pas faire confiance à tout le monde, en tout cas pas en permanence. Il y aura aussi un livret de règles présent en français, ça fait plaisir, et vous voyez que les illustrations, comme pour Heatherstone, sont très 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 jolies. Il y a donc des cartes,
30 cartes de personnages, le livret de règles, 21 tokens de tickets apparemment, et une livraison prévue pour décembre 2024, donc cette année, hein, dans quelques mois à peine. Donc potentiellement une livraison très très rapide pour Trust Me. Vous avez aussi le fameux pledge que j'ai mentionné tout à l'heure à 30 €, qui cette fois-ci inclut Trust Me, Tuned et Hats, qui apparemment sont tous dans la collection Wonderland, donc un peu inspiré par, j'imagine, Alice au Pays des Merveilles, en tout cas on peut l'imaginer. Le How to Play très brièvement, en fait c'est un jeu de gestion de main, vous allez voir une petite rivière de cartes avec des personnages qui seront numérotés, donc 9, 2, 6, 1 ou 7, j'arrive 1 je crois, et vous allez jouer la face cachée d'une de vos cartes. Vous avez la capacité de mentir ou au contraire de dire la vérité, mais ça va pas mal impacter le cours de la partie. Vous avez une petite description justement ici, hein, celui qui joue la même carte que celle sur laquelle il pose la sienne, si c'est vraiment le 6 qu'il pose ici, et que les gens lui font confiance, il va prendre la carte qui se trouve ici, la remplacer bien sûr, et conserver la sienne. A l'inverse, s'il a menti mais que personne n'a douté de lui, pareil, il prend cette nouvelle carte et il garde la sienne. En revanche, s'il a menti et qu'il s'est fait gauler par la patrouille, il perd les deux. Et ça c'est plus chiant. Et donc à partir de là, bien sûr, vous imaginez un petit peu la suite de la partie, de comment on peut éventuellement remporter une partie de Trust Me. Voilà, et du coup, j'ai pas grand chose de plus à dire. En réalité, c'est un jeu relativement direct en termes de règles, c'est assez accessible, c'est assez simple, et c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle ils se sont lancés, ils ont osé le Pay What You Want, le Pledge What You Want. Du coup, pour les frais de port, ça dépend bien sûr de votre niveau de pledge. Est-ce que vous prenez seulement Trust Me ou est-ce que vous prenez toute la collection de Wonderland, donc pledge de 30 € du coup. Même le pledge de 30 € est quand même vachement intéressant au final parce que c'est une réduction assez importante malgré tout. C'était où déjà? Voilà, 50% de discount sur le prix théorique du set de 3 jeux quand même. Donc, même avec les frais de port, ça reste intéressant quand même. Pour la zone A, donc avec Belge, avec France également, avec le Luxembourg par exemple, ou encore avec peut-être Monaco, je sais pas. Non, pas Monaco, c'est la zone C. C'est 8 à 15 €. Ensuite, pour nos amis donc de Monaco par exemple, c'est 20 à 30 €. Pour la Suisse, c'est 24,42 €. Pour nous également, au Japon, ce serait 24,42 €. Et pour le Canada, ce serait 20-30 € de frais de port. Voilà donc pour cette nouvelle campagne de Thunder Grief Games qui s'est donc lancée sur le Pledge What You Want. Pratique assez intéressante, vous me direz éventuellement ce que vous pensez du jeu, mais également de cette pratique du Pledge What You Want. 1100 contributeurs, 20 jours avant la fin de la campagne et 24 000 € d'engrangés. Prochain projet, il s'agit de Ludos Africa, la deuxième itération de la gamme Ludos qui nous vient donc de Lemery Games que j'ai mentionné il y a quelques minutes sur une autre présentation de campagne. Et donc Lemery Games, vous le voyez ici, hein, ils sont affiliés à l'agence de licence pour laquelle je travaille. Et donc pour rappel, Lemery Games, ils ont fait 5 campagnes jusqu'à présent. Chili Mafia, que j'ai jamais eu la chance de tester pour le coup. Bakshal, donc un petit jeu traditionnel népalais. Et à partir de là, une idée est née. Ils se sont dit, on va faire revivre des jeux traditionnels de différentes zones du monde en un seul et même package pour leur redonner un petit coup de jeune, quoi, en gros. Et ça avait commencé avec Bakshal, qu'on a retrouvé ensuite dans Ludos Asia, le premier épisode, si je puis dire, de la gamme Ludos. Donc on avait trouvé un jeu coréen, un jeu népalais, un jeu japonais et un jeu... je sais plus, Corée, Japon, Népal, Mongolie je crois, Mongolie me semble-t-il. Et entre temps il y a aussi Reviving Kathmandu que j'avais backé, et c'est ça qui m'avait mené à entamer une discussion avec eux pour voir s'ils étaient intéressés par nos services, donc chez MOB Vanguard, jeu pour lequel on n'a fait qu'une seule partie avec Xavier parce que à deux c'est pas un type de jeu qui est idéal à deux, il faudrait au moins être 3-4 pour véritablement en profiter, donc j'espère qu'on va le ressortir dans pas trop longtemps à 3-4 joueurs. Et donc, trêve de bilvesé, hein, on va mettre fin à cette parenthèse pour revenir sur la campagne de Ludos Africa en tant que telle. C'est donc le second épisode de Ludos, et cette fois-ci c'est centré sur le continent africain, avec toujours 4 jeux, avec toujours cette possibilité de prendre la boîte Deluxe un petit peu collector, dans laquelle vous pouvez loger les 4 boîtes. Ça vraiment c'est, je crois, hein, à ma connaissance, du jamais vu, enfin depuis Ludos Asia, en tout cas c'est le premier éditeur que je connais qui fait un truc comme ça. 4 jeux,
dans une seule et même boîte, mais en fait c'est des tiroirs, et ça c'est super classe. On peut voir un exemple ici, voilà, vous voyez, vous avez la boîte, la grosse boîte Deluxe qui contient les 4 jeux, et en fait c'est des tiroirs. Bon là c'est vraiment trop accéléré, c'est super chiant à regarder en fait, ça ne donne pas la meilleure présentation possible, mais en gros vous avez des tiroirs et vous retirez les 4 jeux de leur tiroir indépendamment lorsque vous voulez les sortir. Et donc, ça coûtera 41 € pour ce pledge, donc avec la boîte Deluxe qui loge les 4 autres boîtes. On a donc un jeu du Mali, un jeu du Ghana, un jeu du Nigeria et un jeu de Madagascar. C'est toujours des jeux en duel, comme c'était le cas pour Ludos Asia si mes souvenirs sont bons, donc pour 2 joueurs. Pour 20 minutes la partie, donc c'est quand même toujours très très court, et c'est pour du 6 ans et plus, donc ce sont des jeux extrêmement accessibles. Par contre, attention, sachez-le, hein, ce sont des jeux quand même relativement abstraits en général, comme c'était le cas pour Asia, c'est le cas également pour Africa, donc si vous n'êtes pas trop fan des jeux abstraits, c'est peut-être pas pour vous. Vous avez aussi la possibilité de backer avec des petits add-ons, des petites micro-extensions qui viennent ajouter des petits sets de règles supplémentaires. Alors, Pledge Levels, vous avez donc ce Pay What You Want, comme c'était le cas pour la campagne juste avant, c'était quoi déjà Trust Me. Même chose, sauf que cette fois-ci, vous recevez qu'un seul des 4 jeux, et pas dans une boîte, mais dans un petit sachet, un petit sac de transport, on va dire. Ensuite, vous pouvez prendre les 4 en print and play pour 7 $. Ensuite, si vous voulez la Ludos Africa Collection, donc avec la boîte Deluxe qui loge les 4 petites boîtes, c'est 41 $, pardon, au lieu de 72 en prix boutique théorique. Et ensuite, si vous voulez la Ludos Asia plus Africa, donc les 2 épisodes de la Ludos, donc les 2 bundles, c'est 79 $ au lieu de 144 en prix théorique. Les 4 jeux qui sont inclus dans cette campagne, il y aura donc Yoté, qui apparemment nous vient du Mali, un jeu de jump and capture, donc vous allez placer des unités sur une grille devant vous, et vous allez devoir prendre possession des pions adverses, on va dire, un petit peu façon dame. C'est pour 2 joueurs, 15 minutes la partie, 6 ans et plus. Ensuite, un jeu originaire du Ghana, c'est Oware, je ne sais pas comment on prononce ça, toujours pour 2 joueurs, 20 minutes la partie, 6 ans et plus, où là on est sur un jeu de Mancala, donc vous connaissez un petit peu, Ostia utilisait notamment ce mécanisme. Ensuite, le jeu nigérian, c'est Dara, où cette fois-ci on est sur un jeu de positionnement, sur une grille encore une fois, hein, vous avez 12 animaux que vous allez placer, essayer de faire des lignes de 3 pour prendre possession des pions de votre adversaire, et ainsi de suite. Et puis le jeu de Madagascar, c'est Fanorona, où cette fois-ci on vous propose de contrôler 22 lémuriens et de faire dégager votre adversaire. C'est un jeu, un wargame finalement, un jeu de guerre, toujours pour 2 joueurs, pour 20 minutes la partie. Donc plus la boîte Deluxifiée, donc qui vous permet de loger les 4 jeux en petits tiroirs, comme vous le voyez ici notamment. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails de chacun des jeux, hein. Vous avez un petit peu quelques petits gifs qui illustrent un petit peu le gameplay de Yoté, de Oware, de Dara et de Fanorona, pour ceux qui voudraient en apprendre plus. Sinon il y a aussi TTS qui vous permettra de tester chacun des jeux en question. Les livrets de règles sont également disponibles ici. La campagne n'est pour l'instant pas encore annoncée en français, mais généralement pour chaque campagne, l'Emery Games fait appel à des backers francophones, hispanophones, italophones, etc. pour faire une traduction amateur, on va dire, pour rendre leurs jeux accessibles au plus grand nombre. En tout cas, en l'attente d'une localisation potentielle via l'agence de licence, par exemple. À terme, peut-être que l'on trouvera des éditeurs intéressés en VF, par exemple. Et donc en add-on, vous pouvez ajouter le Heroes of Africa Mini Expansion et le Challenges of Africa Mini Expansion, donc 2 mini-extensions qui vont juste venir ajouter 6 ou 7 petits tokens supplémentaires, et donc un petit set de règles en plus sur chacun des jeux. Donc ça va impacter tous les jeux de manière un petit peu différente, et ça c'est plutôt intéressant. Pour renouveler éventuellement un petit peu la profondeur de gameplay, la rejouabilité également. Voilà, ensuite en Pledge Manager, dans le Pledge Manager, vous aurez aussi la possibilité de rajouter des boîtes supplémentaires, de rajouter aussi la Asia par exemple, et de rajouter des mini-extensions. Voilà. Ma foi, c'est à peu près tout cette fois-ci. C'est ici qu'on vous explique que les différentes langues seront certainement disponibles à l'avenir en version un petit peu traduction amateur. Le shipping, il faut aller cliquer là-dessus pour en apprendre plus. Belgique, France par exemple, c'est 8, 11, 16, 21. Ça dépend d'Inno Pledge. Vous avez une petite image qui vous présente un petit peu les pledges auxquels vous pourrez prétendre pour chaque niveau de frais de transport.
Pour le Luxembourg, pour la Suisse également, ce sera 8, 11, 19, 23 par exemple. Pour nous au Japon, ce serait 8, 11, 15, 19. Donc on est relativement sur des frais de port plutôt modestes, hein, c'est quand même plutôt agréable. Bon, ceci dit, les jeux sont pas énormissimes, sont pas très très lourds non plus. Et en théorie, livraison pour novembre 2025. Voilà donc pour ce qui est de Ludos, The Ancient Game Collection, cette fois-ci pour le continent africain. 2050 contributeurs à l'heure où je vous parle, 90 000 € d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne. Prochaine campagne, il s'agit de Railroad Tales. Vous reconnaîtrez très certainement la patte artistique, l'allure globale du titre qui fait penser à un autre jeu de Horrible Guild, cet éditeur italien, puisque c'est le même qui était derrière Railroad Inc., qui avait lui-même d'ailleurs eu plusieurs épisodes, hein, si mes souvenirs sont bons. Il y avait Railroad Inc., puis Railroad Inc. Challenge, je crois qu'il y avait 3-4 boîtes avec des couleurs différentes. Ils font quand même beaucoup de choses très très différentes chez Horrible Guild. On avait vu Alone, on avait vu Unicorn Fever, déjà rien à voir, Vampire Vendetta, on avait également Tiny Turbo Cars, on avait un jeu de partie d'ambiance avec Soundbox. On a ensuite eu, alors pas en financement participatif, mais directement en boutique, le Dilemme du Roi. Puis l'année dernière, ils avaient fait une campagne pour le Dilemme de la Reine. Wilder Feast plus récemment, mais ça c'était un RPG, donc c'est encore un petit peu autre chose. Et donc ils nous reviennent avec Railroad Tiles, qui pour l'instant, ma foi, s'en sortent plutôt très très bien, avec 2000 contributeurs, plus de 200 000 € d'engrangés d'ores et déjà, 20 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, ça reprend pas mal de mécanismes que l'on pouvait déjà voir dans Railroad Inc., donc le jeu de Roll and Write, qui avait plutôt bonne presse, plutôt bonne réputation, sauf que cette fois-ci, on est plutôt sur une adaptation au jeu de plateau avec de la pose de tuiles. Vous allez construire, en fait, une sorte de, comment dirais-je, tiens, j'ai perdu le mot, de maillage urbain, on va dire, avec différents types de transports en commun. Ça peut être des autoroutes, ça peut être des trains, etc., etc. Il y aura aussi plusieurs extensions qui vous permettront de rajouter encore plus de contenu. Par contre, on va le voir, il y a beaucoup trop d'extensions et ça, c'est un peu chiant. C'est pour 8 ans et plus, jeu très accessible, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 30 minutes la partie. Et donc, networking experience, ça veut dire, c'est du réseau, du maillage urbain. On va créer donc des routes, des chemins de fer, etc., etc. En cela, c'est quand même assez similaire à Railroad Inc. Alors, justement, contenu de la boîte de base, donc 4 petits jetons, 4 petits pions de joueurs. Ensuite, la station, des petits pions, enfin des petits meeples de train, de voyageurs, de voitures, puisque au-delà de placement de tuiles pour faire un maillage urbain, ensuite vous êtes amené à peupler justement ce réseau urbain que vous avez construit avec des trains, avec des voitures, avec des voyageurs, pour scorer de plus en plus de points, des points de prestige que l'on voit ici d'ailleurs. Ensuite, masse de tuiles dans tous les sens, on voit 102 tuiles de route, ça peut être des routes ferroviaires, ça peut être des routes en goudron, etc. Plus d'autres petites tuiles un peu particulières comme la métropole, la station essence, la mairie, etc., le centre-ville, et voilà. Ensuite, pour chaque pledge, peu importe le niveau de pledge durant la campagne, vous avez aussi gratuitement une extension intitulée World Expansion qui vient rajouter des wagons de cirque, des petits meeples de famille, des voitures, des sports cars on va dire, des marécages, etc. Donc des petits ajouts de gameplay pour renouveler un petit peu l'expérience. Il y aura aussi des tuiles avec des parcs à thème, comment ça s'appelle, tiens déjà, quarry en français, je perds mes mots, des mines on va dire. Ensuite, vous allez avoir des stretch goals qui vont venir enrichir encore plus cette extension World Expansion. Donc pour l'instant, il y a ce contenu-là, plus les stretch goals déjà débloqués, et il y en aura encore plus par la suite. Le how to play, vous l'avez vu, hein, on va avoir une grille qui s'étend de plus en plus au fur et à mesure que l'on pose des tuiles, ainsi que des moyens de transport, donc des voitures, des trains, des voyageurs eux-mêmes, pour aller scorer encore plus de points. Et ça se fait sur 8 tours, ouais, ça c'est sur 8 tours, et au final, celui qui a le plus de points, eh bien, l'emporte tout simplement. Là-dessus, c'est relativement facile à prendre en main. Sauf que, vous allez avoir beaucoup d'extensions et ça va faire monter la sauce très très rapidement, ou plutôt l'addition va être très très salée en fin de partie, vous allez voir. Livret de règles disponible ici, Tabletopia pour ceux qui voudraient éventuellement le tester. On en arrive donc au bas qui blesse, à l'étape qui fâche un petit peu, les reward tiers, donc les niveaux de pledge. Le pledge de base, lui, ça va, j'ai envie de dire,
40 euros. Donc c'est en plus avec l'extension Free World Expansion, ça fait plaisir. Donc 40 euros. Ensuite, Advanced, là ça va commencer à fâcher un peu. Boîte de base plus extension gratos et 3 extensions. Ok, mais le problème c'est que ces 3 extensions au choix, parce qu'en fait vous avez une tétrachier d'extensions, vous allez le voir, et elles ont toutes l'air cool, pas de souci. Et j'imagine que chacune va ajouter des petits éléments de gameplay intéressants qui vont faire que j'aurai envie de les avoir toutes, si jamais je backais le jeu. Le jeu, heureusement, m'intéresse pas outre mesure, mais s'il m'intéressait, j'aurais envie de prendre toutes les extensions. Donc me proposer un pledge où je peux choisir au choix 3 extensions, ça va juste faire naître de la frustration. Et je trouve ça naze. Et de toute façon, avoir autant d'extensions en une seule et même campagne pour la première campagne du jeu, je trouve ça... c'est une approche stratégique qui, moi, me plaît pas. Parce que vous allez voir qu'il y en a peut-être 6, 7, 8 extensions, j'ai oublié le chiffre exact. En avoir autant dès la première campagne du jeu, ça veut dire que globalement, il y en a quelques-unes que vous avez retirées du jeu de base. Et ça, j'apprécie pas trop. Quoi qu'il en soit, le Advanced, donc avec le jeu de base, l'extension gratos et 3 extensions au choix, c'est 85 euros. Ensuite, vous avez une boîte Collector pour jouer jusqu'à 5 joueurs, donc vous avez des composants pour jouer jusqu'à 5 joueurs et non pas jusqu'à 4 comme c'est le cas avant, et donc toutes les extensions dans une seule et même boîte, donc une sorte de big box. Alors on va les compter pour le coup, il y a donc l'extension gratos habituelle avec le pont voilà, qui est ici je crois, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si on inclut celle-là, donc 8 extensions pour une seule et même campagne, la première campagne du jeu. Moi je trouve ça un peu problématique, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, et donc ça coûte 140 euros. Ça commence à faire un petit peu cher. Ensuite un pledge mécénat, mais on s'en fout un tout petit peu. Et donc les add-ons, vous avez un petit descriptif de chacune des extensions que vous pourrez utiliser pour enrichir votre expérience de jeu. Et elles ont toutes l'air cool. On voit ici le Lake Expansion, donc l'extension avec des lacs, avec des petits bateaux, 17 euros, c'est 17 euros pièce, hein, de toute façon toutes les extensions. Forest Expansion avec de la protection des forêts, etc. Une petite tour de guet pour 17 euros encore une fois. Le Canals Expansion, extension avec des canals façon Amsterdam par exemple, encore une fois Venise, avec des petits bateaux, des petites gondoles on va dire, c'est plutôt charmant. Ensuite Countryside Expansion pour aller jouer dans la campagne, cette fois-ci on va bâtir des fermes notamment, on va élever des petits animaux avec des meeples tout mignons. On a ensuite Energy Expansion avec des tuiles qui me permettront d'utiliser des énergies vertes, même si pour le coup les éoliennes, le consensus scientifique est de moins en moins prégnant en réalité, mais bon, il y aura des éoliennes quoi qu'on en dise. Et puis ensuite l'extension monument, où l'on pourra bien évidemment construire des monuments. Là c'était pas trop complexe en termes de devinettes. L'extension Desert également, où là vous aurez des nouvelles tuiles de désert, avec des challenges un peu plus corsés, avec des petits chameaux et dromadaires, je ne sais jamais faire la différence. Le tout pour 17 euros pièce encore une fois, hein, pour chacune des extensions. Et du coup ouais, ça fait beaucoup trop d'extensions à mon goût pour une seule et même campagne. Mais bon, que voulez-vous. Vous pouvez aussi prendre Railroad Inc., donc le jeu qui est à l'origine de Railroad Tiles, avec donc les différents jeux de la gamme, le tout pour combien faut aller dans leur boutique du coup, pour le savoir, mais avec du free shipping si vous en commandez pour plus de 100 euros, sachez-le. Ma foi, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ah bah si, quand même le shipping, vite fait. Union Européenne, c'est de 15 à 30 euros de frais de port. Pour la Suisse, par exemple, ça va plutôt être de 22 à 35. Canada, 40 à 70 de dollars américains en plus. Donc là, ça pique méchamment. Hein. Tabasco au niveau des yeux. Et ensuite, Rest of Asia, donc ça va être pour nous au Japon, ça par exemple, 32 jusqu'à 85 euros de frais de port pour la collector. Voilà donc pour ce qui est du nouveau projet de Horrible Guild, c'est donc Railroad Tiles avec un beau succès, 2018 contributeurs, 212 000 euros d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne, pas de VF malheureusement, mais une campagne avec beaucoup trop d'extensions à mon avis, et des niveaux de pledge un peu trop mal fagotés quoi, 3 extensions au choix, à piocher, je suis pas hyper fan, mais sur le papier, un jeu qui a l'air sympa quand même. On arrive sur un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, enfin qui fait fréquemment, régulièrement parler de lui, qui a plutôt très bonne réputation et qui pourtant ne m'a jamais attiré, donc je connais pas hyper bien le jeu en réalité,
Il s'agit de Dinogenix New Arrivals, alors Dinogenix uniquement, mais avec l'extension, donc la nouvelle extension New Arrivals, et qui correspond également à une troisième campagne de réimpression du jeu qui était donc en rupture de stock depuis belle lurette déjà. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers hyper thématique dans lequel on va construire un parc à thème autour des dinosaures. Ça évoque peut-être un film des années 90 et c'est certainement pas fortuit, hein. Il y a clairement une odeur de Jurassic Park là-dedans. C'est pour 1 à 5 joueurs, bien évidemment, comme c'est écrit ici aussi, et c'est pour des parties de 90 minutes, donc 1h30 la partie. Placement d'ouvriers, gestion de ressources, ça va souvent de pair, mais également du set collection, jeu stratégique compétitif. Un jeu qui est très très beau. Visuellement, c'est vrai qu'il prend très très bien. Le plateau est très classe, les cartes sont vraiment jolies. Alors, faut aimer les dinosaures, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais c'est vrai que en termes de réalisation, c'est plutôt un très joli jeu. Continuons. What is Dinogenix New Arrivals? Qu'est-ce que ça vient ajouter là-dedans? Apparemment, donc il y a une refonte de certains systèmes, de certains mécanismes du jeu, ainsi que de l'extension Control Chaos. Ça inclut aussi de nouvelles espèces de dinosaures, de nouveaux bâtiments à construire, de nouvelles cartes de manipulation et de nouvelles améliorations au niveau du marché à l'ADN, du site B, je sais pas à quoi ça correspond. Bref, il y a pas mal de petites améliorations, quelques petits coups de polish effectués sur le jeu de manière générale. Les cartes ici, très classe, encore une fois, elles sont vraiment très bien illustrées, hein. Là-dessus, rien à redire. J'imagine que quand on est fan de dinosaures et de placement d'ouvriers, c'est un jeu qui doit attirer l'œil quand même. D'ailleurs, j'ai vu assez récemment sur Facebook, j'ai des personnes qui m'ajoutent parce que je suis de la chaîne. Je les connais pas vraiment, mais du coup, c'est juste des gens que je connais via le jeu de société, quoi, en gros. Et j'ai vu Saline Insane, je crois. Alors, si tu te reconnais, je ne sais pas, parce que du coup, les commentateurs de la chaîne et leurs pseudos sur Facebook sont pas forcément les mêmes. Je vois qu'il l'a déjà backé. Donc, un gros fan de dinosaures, de jeux d'ouvriers, j'imagine. Il l'attendait depuis longue date. Quoi qu'il en soit, le plateau central que l'on voit ici, très joliment illustré encore une fois, avec le marché à l'ADN qui a été revu et corrigé, les tokens d'ouvriers qui peuvent être amenés à évoluer apparemment également. Ensuite, ça, le Weekly Reveals, c'est un peu les révélations hebdomadaires pour remplacer un petit peu les stretch goals. Le gameplay overview, un aperçu de gameplay, avec donc vos ouvriers, les rivières de cartes avec les dinosaures qu'on pourra obtenir, les aménagements que l'on pourra ajouter dans notre parc personnel, quel type de bâtiment on va construire pour aller enrichir notre parc et attirer plus de spectateurs, on va dire, de visiteurs. On va collecter de l'ADN pour faire des mélanges, pour faire des manipulations ADN pour construire de nouvelles espèces. On va donc bâtir des attractions, des bâtiments pour donc séduire les visiteurs. On va créer des dinosaures, c'est ce que j'ai dit là, en manipulant justement l'ADN, hop, on les mélange et ça fait des chocs à pic. Enfin non, ça fait un nouveau dinosaure, mais ça revient au même. Et puis bah voilà, ma foi, l'objectif final, c'est quand même de construire le parc de dinosaures le plus classe de la table, en fait, tout simplement. Ensuite, continuons. Livre d'arrêt disponible ici pour ceux qui voudraient y jeter un oeil pour le jeu de base ainsi que pour l'extension Control Chaos. Et c'est vrai que pour le coup, les boîtes de jeu de base ainsi que l'extension est quand même beaucoup moins jolie que la nouvelle boîte qui est vraiment très belle. On continue aussi apparemment le single player et challenge scenarios, donc des scénarios pour jouer en solo, ça a l'air relativement cool, avec une IA qui s'appelle Dino, plutôt bien trouvé. Ensuite, Way Back Now, bon ça on s'en fout, bon sachez juste qu'il y a le Tabletop Simulator et Board Game Arena pour éventuellement le tester si ça vous dit. Les vidéos, mais je crois qu'il n'y en a pas en français, en tout cas je n'ai pas souvenir, donc on arrive directement au niveau de pledge. Niveau pledge, donc Dinogenix New Arrivals extension, donc l'extension qui fait l'objet de cette campagne, et qui inclut également un Park Manager Edition Storage Box, donc peut-être une boîte pour stocker la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent pour Dinogenix. Le tout pour 45 $, avec donc le plateau central, le plateau pour le solo, les règles un petit peu consolidées, modifiées, etc. Des cartes de DNA, des cartes de Dino pour le solo, des cartes de manipulation, bref, pas mal de petits tokens de ces deux-là également. Ensuite, Dinogenix Parks Manager Edition, 139 $ cette fois-ci, on fait un petit bond parce que ça vient ajouter le jeu de base, donc de Dinogenix, ainsi que l'extension Control Chaos, et donc la nouvelle extension New Arrivals, le tout avec la grosse boîte, avec donc des nouveaux meeples, etc. Donc bref, ça vient ajouter tout ce qui est sorti jusqu'à présent, de toute façon, pour Dinogenix.
Voilà, c'est tout. Il n'y a que 2 pledges, et ça fait plaisir. Ceux qui avaient déjà le jeu, et ceux qui n'avaient rien jusqu'à présent. Donc du coup, là, au niveau des pledges, c'est plutôt clair, net et précis, et ça fait plaisir. Vous avez aussi en add-on la possibilité de prendre des pièces de métal pour diversifier un petit peu l'expérience. Quelques petets meeples supplémentaires éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser, puis des promo packs de cartes supplémentaires également. Pour le shipping, c'est 25 ou 33 $ pour nos amis canadiens. Pour le rest of Europe, donc toute l'Europe sauf l'Allemagne, c'est 21 ou 27. Nos amis suisses s'en tirent toujours pour un petit peu plus que ça. 30-36 pour eux. Et puis nous, au Japon, ce serait 31-38 $ de frais de port. Et donc c'est tout pour Dinogenix New Arrivals, 1700 contributeurs, 180 000 € d'engrangés, 21 jours avant la fin de cette campagne qui pour l'instant se porte plutôt bien. Alors je mentionnais dans l'introduction de cette vidéo un petit coup de cœur cette semaine et ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Il s'agit de Aspens, petit coup de cœur de la semaine pour un projet qui n'était pas spécialement attendu mais qui fait un très bon début de campagne avec près de 2000 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne, déjà près de 150 000 € d'engrangés et c'est le premier projet de Ludivore Games, pas Ludovore, c'est pas nous. C'est pas nous, on n'a aucun rapport avec eux, vous voyez, il n'y a même pas MOB Vanguard, on n'est pas chez eux. Mais par contre, j'aime beaucoup le nom, hein, clairement, ça fait plaisir. Bon, c'est pas les Ludivore, c'est Ludivore, ça nous vient des États-Unis et ma foi, j'ai été directement très attiré par la couverture dès que j'ai aperçu l'existence de ce jeu il y a quoi, 4-5 semaines de ça. Du coup, j'attendais la campagne avec un petit peu d'excitation, sans plus, parce que ça m'avait l'air d'être assez abstrait en termes de mécanisme de jeu. Où on va donc étendre sa forêt face à un adversaire qui lui va faire de même bien évidemment, donc un jeu de positionnement, de contrôle de territoire un petit peu, avec un petit peu de stratégie sur le long terme également. C'est un jeu de duel, hein, c'est pour 2 joueurs, même s'il y a une extension qui peut me permettre de jouer jusqu'à 4. J'ai complètement bouffé mes mots, qui vous permettra de jouer jusqu'à 4 en équipe. C'est pour des parties de 30 minutes, donc très court, très facile à sortir, et c'est pour 10 ans et plus, donc un jeu accessible, assez facile à sortir, même si vous avez aussi un petit set d'extensions, je crois qu'il y en a 2-3 des petites extensions, plus celles qui permettent de jouer en équipe, qui viennent ajouter un petit peu plus de profondeur de gameplay, peut-être un petit peu plus de profondeur de gameplay également, mais en tout cas on est sur un jeu qui vraisemblablement s'apprend très vite, a une forte valeur rejouabilité, pas mal de stratégie, même si ça peut sembler un tout petit peu abstrait, mais un assez joli matos, et une fois que le plateau est bien recouvert d'arbres, ma foi, c'est plutôt joli, comme la boîte d'ailleurs est très belle. J'apprécie beaucoup, et du coup, comme j'aime beaucoup ce que ça propose, même si je suis pas sûr d'être vraiment le public parce que les jeux abstraits, même si la thématique est quand même présente, mais visuellement ça fait un petit peu abstrait, comme j'aime beaucoup la proposition, je les ai quand même contactés pour voir s'ils seraient intéressés pour rejoindre l'agence pour laquelle je bosse, parce que je me verrais bien proposer ce jeu à des éditeurs de par le monde. Je suis sûr que c'est un jeu qui pourrait bien marcher un peu partout. Alors donc, Aspens rapidement, rapide à jouer, stratégique malgré une porte d'entrée assez simple au niveau des règles, et donc pour 2 joueurs uniquement, donc en duel, même s'il y a possibilité avec une extension, encore une fois je le répète, de jouer jusqu'à 4. Et j'aime beaucoup la thématique aussi. Vous voyez également directement ici qu'il y a une version Deluxe et une version standard. Là on met en avant une édition un petit peu deluxifiée avec des arbres qui ressemblent à des arbres, mais sinon on peut jouer aussi avec juste des bouts de bois triangulaires ou rectangulaires qui sont quand même beaucoup moins sexy. Bon là par contre honnêtement je trouve que même pour l'édition standard, comme c'est le cas ici, ils auraient quand même pu faire des meeples d'arbres qui ressemblent à des arbres quoi. Enfin, ça coûte pas tellement plus cher en réalité, donc pour l'édition standard je suis vraiment pas très fan. Ensuite les extensions. Oui ici on a Ancient Artifacts, on a Wild Weather, on a Majestic Marvels et l'extension qui permet de jouer en équipe 2 contre 2 également. On les verra un peu plus bien dans la campagne. Voilà, quand on arrive à la fin de la partie, avec le plateau recouvert d'arbres de partout, je trouve ça quand même très joli, et ça donne envie de faire une photo, effectivement. Le gameplay, rapidement. Alors, d'abord, jet de dés, on a eu le 4, le soleil, choper la lumière, faire pousser vos arbres. En gros, c'est ça. Et thématiquement, là, pour le coup, ça fait sens. Vous allez choper la lumière du soleil, faire de la photosynthèse, faire pousser vos arbres dans tous les sens. Et il y a de la prise de territoire, du contrôle de territoire avec vos arbres.
Ensuite, vous allez planter de nouveaux arbres. Il y a un petit peu de engine building au milieu de ce jeu de contrôle de territoire apparemment, en fonction des arbres que vous allez placer, de l'emplacement sur lesquels vous allez le placer, vous allez avoir plus de facilité ensuite à en placer d'autres, etc., etc. Il y aura aussi des big moves, puisque si vous réussissez à faire une ligne entière et qu'ainsi vous bloquez l'accès à la zone qui est en retrait, eh bien vous recouvrez toute la zone en question. Donc ça, si vous réussissez à le faire, ma foi, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même assez facile à voir venir, j'imagine, donc pas si facile à réellement sortir. Ensuite, outwit, outgrow, outmaneuver. Donc il faudra stratégiquement prendre le dessus sur votre adversaire pour espérer faire une forêt qui est plus efficace, qui s'étend de manière plus efficace que celle de votre adversaire. Édition standard, avec donc la très jolie boîte de jeu, les différentes grosses tuiles qui vont composer le terrain sur lequel vous allez évoluer, avec les 4 directions, enfin même plus que ça en réalité, parce qu'il y a les 4 directions, disons, générales, nord, sud-est, ouest, mais aussi sud-est, sud-ouest, etc. Ensuite, les pièces de bois pour les arbres qui, pour le coup, dans la version standard, sont vraiment pas terribles. Là, c'est le petit truc qui me rend un petit peu plus chafouin. Les arbres qui ressemblent à rien, des triangles et des rectangles, là, pour le coup, ça coûtait pas beaucoup plus cher de faire directement des arbres qui ressemblent à des arbres. Le dé pour le soleil, le dé pour le vent, les petites tuiles de lac ou d'étang, on va dire, qui auront leur propre petit set de règles. Ensuite, la version Deluxifiée avec des arbres qui ressemblent à des arbres, là pour le coup ça fait plaisir, avec une couverture de boîte, j'ai jamais très bien compris l'intérêt, mais bon, certes, une petite pièce de métal pour le premier joueur, bon, ainsi que 2 petits sacs pour les différentes pièces du jeu. Et puis également un arbre planté quelque part aux États-Unis pour replanter des arbres en fait simplement. Les niveaux de pledge, alors la standard est à 39$, très accessible, mais bon, pas d'arbres du coup, juste des triangles et des rectangles. La deluxe est à 59$, ça reste quand même plutôt accessible malgré tout, avec donc tout ce que j'ai mentionné plus tôt. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas encore d'extension. Et là, on y arrive aux extensions avec le Megabox Bundle, avec donc une grosse boîte qui peut permettre d'inclure la totalité des extensions, donc Ancient Artifacts, Wild Weather, non c'est uniquement les 2 extensions, il n'y a pas toutes les extensions, il n'y en a que 2. Ancient Artifacts et Wild Weather. Donc ça inclut ces 2 extensions. Donc c'est pour 79$. Et le all-in avec les 2 autres extensions, donc Deciduous Duos, et la dernière je sais plus où elle est. Bon, on verra plus tard. C'est 99$. Et les big box, j'en suis un peu revenu parce que là, vous voyez que alors, visuellement pas de différence, mais en réalité ça c'est une big box qui permettra d'inclure les 2 extensions que vous voyez ici. Et les big box, j'en suis un peu revenu. Il y a une époque où je me disais, s'il y a une big box qui permet d'inclure toutes les extensions, pourquoi ne pas la prendre? Et en réalité, je vois avec Redwood, alors vous le voyez pas, elle est un peu trop basse sur la caméra. Redwood, c'est un jeu simple, facile à prendre en main, facile à sortir, pas très très long, mais la boîte, la big box est tellement énorme qu'en fait ça en fait un jeu quasiment intransportable pour l'instant pour moi. Et du coup, bah, il sort pas, alors que théoriquement, c'est un jeu qui est facile à sortir. Donc, la Big Box, c'est cool comme solution de rangement, mais si vous avez des gens qui viennent chez vous régulièrement, quoi. Si c'est vous qui transportez votre jeu pour aller jouer à l'extérieur, c'est beaucoup plus chiant. Donc bon, à voir, vous me direz ce que vous en pensez. L'extension, vous avez ici l'extension Ancient Artifacts avec de très très belles illustrations, et là c'est des dieux anciens de la forêt qui vont venir intervenir dans la partie, et vous allez pouvoir utiliser donc leur pouvoir potentiellement. Ils ont chacun un pouvoir particulier, ils sont 8 au total, et ça va vous permettre d'avoir des utilisations uniques, one shot, de certains effets qui vont potentiellement venir fondamentalement chambouler la partie, et ça c'est plutôt cool. Il y a un twist assez intéressant avec de très très belles illustrations, des petits disques supplémentaires, ainsi que 2 petites tuiles de sécheresse. Ensuite, vous avez l'extension Wild Weather, et qui, bah, comme son nom l'indique, va amener des éléments de météo. On voit des tornades, on voit des coulées de boue par exemple, des glissements de terrain et ainsi de suite, qui là encore vont venir eh bien, modifier drastiquement quelques petits éléments de gameplay dans le jeu, avec un peu plus de rebondissement j'imagine, et des petites tuiles justement de météo, et de nouveaux dés également. Pour refléter justement les différents événements météorologiques qui vont se produire. Ensuite, vous avez l'extension Deciduous Duos pour jouer jusqu'à 4 joueurs et non plus 2 comme c'était le cas dans le jeu de base. Vous allez donc jouer cette fois-ci en 2 contre 2. Donc attention, c'est pas chacun pour sa peau, c'est en équipe cette fois-ci 2 contre 2. Donc une facette du jeu assez radicalement différente, et du coup ça peut être assez intéressante. Il y aura encore plus de tuiles pour composer un plateau plus large bien évidemment, parce qu'il y a plus de monde, il faut plus de place. Nouveaux arbres également, nouveaux petits sacs de transport pour les ressources.
Et c'est à peu près tout. Et donc la mini extension Majestic Marvels que j'avais perdu de vue tout à l'heure parce qu'en fait elle est toute petite, c'est juste un petit sachet qui vient inclure quelques petites cartes de ci de là qui vous permettront d'aller éventuellement choper quelques zones du plateau avec des conditions de scoring un petit peu différentes, j'ai l'impression, mais c'est pas quelque chose qui vient révolutionner le gameplay pour le coup. Mais petit ajout de profondeur de gameplay qui n'est pas inintéressant malgré tout. Voilà pour ce qui est d'un aperçu du gameplay bref, disons. Les langues, alors il y aura uniquement de l'anglais durant la campagne, mais apparemment on aura accès au livret en PDF, donc en version numérique, pour le français. Donc ça fait plutôt plaisir. On aura donc l'accès aux règles en VF assez rapidement, donc on pourrait même ajouter le petit drapeau directement. A priori, Aspen sera accessible. En add-on, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un tapis de dés à l'effigie du jeu, et sinon vous pouvez aller piocher les extensions qui vous plaisent le plus, si vous ne voulez pas la totale par exemple. Le shipping, Canada 19,26, Belgique, France, ou encore quoi d'autre dans la francophonie, bah rien ici en tout cas. Donc France-Belgique 15,19, ensuite par exemple Luxembourg 23,29, qu'est-ce qu'on a encore, la Suisse 39,55, ça fait un peu cher par contre. Hein. Et puis nous au Japon, on serait à 25,36 de frais de port, bon c'est pas donné, mais bon, ça reste relativement classique on va dire. Et livraison prévue pour août 2025 pour donc Aspens, petit coup de cœur de la semaine, même si je le répète, je ne suis pas certain d'être fondamentalement le cœur de cible de ce type de jeu, mais j'aime beaucoup la proposition. Dans les faits, est-ce que moi j'aimerais? Je suis pas sûr, mais j'aime beaucoup la proposition, la direction artistique de manière générale, et la thématique qui me plaît bien également. Voilà donc pour Aspens, alors que j'ai le soleil dans les yeux, c'est très chiant, 1939 contributeurs, 23 jours avant la fin de la campagne et près de 150 000 € d'engrangés. Allez, maintenant que la lumière est un peu moins dégueulasse et que le soir est tombé, ça y est, la nuit est tombée même, devrais-je dire, on va pouvoir continuer avec Ecologic, qui est le dernier plat principal de la journée. Et oui, vous avez peut-être remarqué, je parle un peu plus bas, parce que du coup maintenant il fait nuit, donc mon fils dort. Donc on va essayer de faire un truc un petit peu plus silencieux, même s'il va quand même forcément se réveiller et venir me faire chier, hein, le petit con, voilà. Parce que bon, c'est le fils de son père, donc il est quand même un petit peu con. Mais il est mignon, ça va. Pas comme son père. Quoi qu'il en soit, Ecologic Europe Ecosystem Game, c'est le premier projet de Ecologic, le bien nommé, hein. Ils sont encore une fois pas trop creusé la soupière pour le trouver, mais en même temps ça montre aussi un petit peu tout l'enthousiasme qu'il a à propos de son jeu, c'est qu'il a nommé sa boîte d'édition du titre de son premier jeu, de son unique jeu pour l'instant en tout cas, qui sera certainement amené à être enrichi, j'imagine, par le futur, parce qu'il y a déjà des extensions durant cette campagne. Ecologic, c'est donc actuellement sur GameFound, il y a près de 900 backers déjà pour un primo projet sur GameFound qui plus est, c'est un très beau score, et il y a encore près d'un mois avant la fin de la campagne qui est donc déjà largement financé à l'heure où je vous parle. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, et en vrai, à prendre avec des pincettes, parce qu'en réalité, si vous prenez le jeu de base uniquement, c'est 1 à 4, et ensuite chaque extension vient rajouter du matériel pour pouvoir jouer avec un joueur de plus, 2 joueurs de plus, 3 joueurs de plus potentiellement, pour aller jusqu'à 7 joueurs. Il y a également 2 modes solo également. C'est jouable à partir de 10 ans et plus pour des parties de 99 minutes. Alors là, du coup, le choix est un peu étrange. C'est très précis. Mais en même temps, là, on nous dit que c'est plus 90 à 120. Donc, comptez 1h30, 2h. C'est donc un jeu assez long. Même si la complexité est pas si élevée que ça. On est que sur un jeu à 2.5 sur 5. Bon, vous l'avez compris aussi de par l'aspect visuel, de par la thématique également. C'est un jeu qui est assez fortement inspiré par Wingspan. Donc il emprunte quand même pas mal l'allure et la thématique, certains des mécanismes également, parce que là encore une fois on va être amené à simplement créer un tableau un petit peu à la Wingspan, avec différents habitats, différents types d'espèces qui sont de la faune jusqu'à la flore. Ça va vraiment du pissenlit jusqu'au loup gris. Et c'est globalement assez charmant. La DA de manière générale est assez épurée comme vous pouvez le voir, mais plutôt joliment réalisée. Le pledge de base, on essaie de trouver ça assez rapidement. Ici, voilà, 39 € le pledge de base. Là, vous avez différentes extensions, hein, Human Habitat 23, Mountain Expansion 19, Coastal Habitat Expansion 17. Donc, pourquoi
les extensions ont des prix différents, j'imagine que c'est le nombre de cartes supplémentaires, 27, 35, 45, donc il y a plus de cartes, donc évidemment ça fait augmenter un petit peu le prix, mais il y a quand même une différence de 6 euros pour quoi, 18 cartes, un truc comme ça, ouais 18 cartes. Ça me semble être un tout petit peu beaucoup pour assez peu de choses, mais bon, il y a aussi du all-in. Celui-ci est déjà épuisé, parce que c'est un early bird. En revanche, il vous reste voilà, le Ecologic All-in, qui coûte encore relativement peu cher. On est sur un pledge à 65 euros, et ça contient donc les 3 extensions, Coastal, Mountain et Human Habitat. Pour le reste, on a également des petits add-ons, des cartes d'animaux rares, 5, bon, enfin 7, pardon, 7, mais pour 5 euros. Il y a un insert également qui ressemble fort à ce que fait... ah bah du coup j'ai perdu le nom de ce fabricant d'insert en mousse assez rigide. Mais bon, vous voyez certainement de quoi je parle. Le tout pour 27 euros pour pouvoir ranger, installer également votre jeu plus rapidement, c'est toujours agréable. Dans le core game, donc la boîte de base, voici tous les composants, donc quelques petits marqueurs, énormément de cartes et puis différents plateaux d'habitat. Ensuite, vous avez tout le détail avec les différentes extensions, etc. Le petit how to play, là encore une fois, on va retrouver certaines choses qui peuvent être assez facilement comparables à Wingspan, avec notamment plein d'icônes, les habitats, les petits, comment dirais-je, les petites données qui n'ont pas un grand intérêt pour le jeu, mais qui sont purement du lore du fluff, on va dire, hein, des petites informations sur tel et tel animal. Vous avez également une petite vidéo de présentation un peu plus détaillée des règles, mais vous le voyez, on arrive à la fin de la page et il manque quand même pas mal d'informations. Il y a très peu de vidéos sur le jeu en fait, hein. D'ailleurs la seule que l'on voit sur cette page c'est celle du créateur lui-même, qui n'est pas forcément un grand communicant, hein, le gars. Bon, il a su créer un jeu avec des extensions qui ont l'air assez intéressantes, c'est vrai, mais par contre en termes d'enthousiasme sur la vidéo, bon, le gars a pas dormi depuis 3 jours. Donc faut le savoir, voilà, sur cette vidéo là, si vous regardez éventuellement. Et puis donc il n'y a pas de vidéo créateur de contenu, et du coup c'est assez étonnant de voir un primo-éditeur sur GameFound qui plus est, réussir avec un jeu très épuré à faire 900 backers avec quasiment aucune couverture médiatique. Donc ouais, faut aller chercher les raisons autres que le simple comparatif avec Wingspan, la thématique nature qui certes marche généralement assez bien. J'ai pas l'impression qu'il soit hyper innovant en soi, donc pourquoi ce succès étonnant, mais en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Je regarde juste, j'ai l'impression qu'il y a du français. Est-ce que ça veut dire que le jeu lui-même étant VF, disponible en VF à minima en version, comment dirais-je, PDF quoi en gros. J'essaie de... Oui, la comparaison avec Wingspan est apparemment assumée. Ah tiens, il répond à la question pourquoi il n'y a pas de vidéo de review ou de partie d'expli party sur YouTube. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour en parler. Les langages, alors langage, non, le français n'est pas prévu. Ça c'est quand même assez dommage. Il y aura du polonais parce que c'est la langue à lui, de l'anglais, potentiellement de l'allemand et de l'espagnol si on arrive à 400 backers. Bon, c'est pas gagné, il n'y a même pas la même chose pour le français pour l'instant, donc ça me fait un petit peu dommage. Et au-delà de ça, vous l'avez vu, hein, je suis arrivé en bas de page, il n'y a rien concernant les frais de port. Et ça, quand même, je suis étonné de voir que le jeu se porte aussi bien alors qu'il n'y a aucune information concernant les frais de port. J'imagine qu'il en parle dans les commentaires ou dans les mises à jour quotidiennes de la campagne. Quoi qu'il en soit, voilà pour Ecologic, 890 backers, 31 jours avant la fin de la campagne. On va maintenant pouvoir passer au seul et unique dessert de la semaine. Et le seul et unique gros dessert de la semaine, bien sucré, vous vous en doutiez certainement un peu si vous suivez l'actualité du crowdfunding, c'est bien sûr le retour de Heroes of Might and Magic 3, The Board Game. Parce que oui, le retour, hein, parce que le jeu a déjà eu une campagne il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, qui a depuis été livré au backer. Les retours sont généralement très positifs. Xavier a mis la main sur un all-in, il n'avait pas backé le jeu à l'époque, mais il a mis la main sur un all-in de la première saison, si je puis dire. Il a pu tester 1 ou 2 parties, je crois, en solo. Bon, ça a l'air de beaucoup lui plaire. En même temps, il avait ce petit peut-être biais de, comment dirais-je, de confirmation. Il était très fan du jeu vidéo d'origine, donc le jeu vidéo à l'origine de Heroes of Might and Magic. Et du coup, peut-être qu'il y a ce petit biais de confirmation, mais en tout cas, ça a su répondre à toutes les attentes qu'il plaçait dans cette adaptation, que l'on pourrait grossièrement comparer à des jeux comme Mage Knight ou encore Youthia par exemple. En tout cas, la campagne, bon,
évidemment, se porte très bien. On est actuellement à 4 jours du début de la campagne, on est à près de 14 000 backers, ce qui est quand même assez conséquent. On est à 3 millions d'euros d'engrangés quasiment, et il reste encore 11 jours avant la fin de la campagne. Autrement dit, ça se passe à merveille pour Arkane Studio, à qui l'on doit par le passé des trucs comme Masters of the Universe, encore une licence. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Déjà Heroes of Might and Magic pour la première campagne. Il y avait beaucoup de Dungeons and Lasers aussi, je sais pas d'où ça vient pour le coup. Wolfenstein encore, vous voyez un pattern qui se dessine, hein, beaucoup de licences souvent issues du jeu vidéo qui sont reprises par Arkane Studio, et c'est le cas encore une fois pour Heroes of Might and Magic. Et vous voyez le petit drapeau français, car oui, il y a bel et bien une VF disponible. Pour rappel, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 120 minutes environ, 14 ans et plus, et donc, je vous l'éditeur, petit comparatif bref avec Mage Knight ou encore avec Youthia par exemple. On a donc de l'exploration dans un monde de Epic Fantasy, on va dire. Il y aura du deck building, il y aura de la gestion de ressources, il y aura du développement de votre faction, bien évidemment, pour des parties assez longues, encore une fois, il faut le savoir. J'ai lu pas mal de retours disant que à 1-2 joueurs c'est très sympa, 3-4 c'est potentiellement très long, bien plus que 1h30, 2 heures comme c'est indiqué ici par exemple. Un petit aperçu des stretch goals, mais bon ça on s'en fout un petit peu. Il y a aussi des trucs un peu intéressants pour les gens qui ont déjà backé la première campagne apparemment. Tapis de jeu également, et tapis de dés plutôt, pour ceux que ça pourrait intéresser. Un petit aperçu de la présence sur table, c'est vrai que c'est un jeu qui a une sacrée présence sur table, mais qui du coup prend quand même pas mal de place apparemment. Ensuite, le Why Back Now, bon ça on s'en fout un petit peu, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent au final. Voilà, ça rappelle un petit peu, du coup, un peu Youthia, un peu Mage Knight, avec les tuiles de départ, puis celles qui sont à côté, que l'on va pouvoir retourner une fois qu'on s'oriente vers l'exploration des zones en question, avec plein de ressources à trouver, des ennemis, etc. Le tout avec une DA qui reprend pas mal l'atmosphère du jeu vidéo d'origine, donc ça a l'air de respecter plutôt le travail source, l'origine du jeu. Ensuite, quelques-unes des cartes que vous pourrez être amené à utiliser. On voit ici les archanges. J'ai l'impression que même au niveau de l'iconographie, on reprend un petit peu un côté hommage aux jeux vidéo qui a ce petit côté un peu vieillot, mais pas forcément dans le sens péjoratif du terme. Mais ça a l'air d'être un jeu qui joue un petit peu sur la fibre nostalgique des joueurs de la licence jeux vidéo, bien évidemment. Et là, on voit la foison de matériel. D'ailleurs on voit ici, hein, ils font un petit du bragging, ils se vantent un petit peu d'avoir 20 kilos de matos, ce qui pour moi, je sais que pour d'autres personnes ce sera peut-être différent, pour Xavier par exemple, moi 20 kilos de matos ça me fait plus fuir qu'autre chose, mais vous me direz ce qu'il en est de votre côté. Moi j'avoue que quand je vois une pléthore de matos comme ça, je me dis que le jeu est certainement très bon, mais que ça va me casser les bonbons à apprendre, à sortir, à ranger. Donc vraiment pour moi c'est non merci quoi. À tester éventuellement, pas de souci, je dirais même avec plaisir, avec Xavier si jamais j'en ai l'occasion. Mais de là à les baquer, vraiment pas, d'autant que moi du coup la fibre nostalgique me parle pas du tout parce que j'ai jamais joué à Heroes of Might and Magic. Je suis plutôt de l'école Civilisation sur PC moi pour le coup. Voilà, donc je vais choisir sa faction, on va explorer la map, on va pouvoir gérer, améliorer les infrastructures de son village, de sa ville, de sa région. On va développer son héros, on va assembler une armée, il y aura des batailles également stratégiques. Le nouveau contenu qui est présenté ici avec 3 extensions, puisque ce n'est pas uniquement une campagne de réimpression, il y a également 3 extensions. Cove Expansion, Stronghold Expansion et Conflux Expansion, avec donc du nouvel contenu, notamment de nouvelles factions. Et j'ai cru comprendre que ça emmerdait pas mal Xavier parce que dans ces 3 factions, il y a, 3 factions, je ne sais pas, mais 3 extensions, il y a une des factions qu'il adorait jouer sur PC, donc le bouton back, le bouton select this reward est forcément très attirant pour lui, mais il y a déjà beaucoup de contenu dans la première saison, et ça prend masse de place également, donc pas sûr qu'il back pour autant. Pour rappel, hein, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, et en plus il y aura le petit drapeau qui tourne, mais bon, je rappelle, c'est toujours bon de le faire, qu'il y aura donc la présence d'une VF.
Les nouvelles extensions, j'ai déjà mentionné. Alors, il y a un petit détail de chacune des extensions de la campagne, avec ici Stronghold Expansion, qui vient acheter 12 nouvelles tuiles de régions à aller explorer, 2 nouvelles miniatures de héros, de citadelles, d'unités en tout genre, avec de nouvelles cartes. On voit un peu tout le nouveau matos qu'il a. C'est pas énormément de nouveaux matos, mais quand même. Ensuite, on va aller voir Conflux avec, là encore une fois, 12 nouvelles tuiles. On reprend le même modèle, hein, une nouvelle citadelle, de nouveaux héros, de nouvelles unités, etc. Bref, c'est une nouvelle faction que vous allez pouvoir incarner. Et il en va de même pour l'extension Cove, avec encore une fois 12 tuiles, 2 héros, une citadelle. Vous aurez un peu compris le principe. On reste sur 3 types d'extensions qui ont vraiment la même nature à la base. Les pledges. Si vous voulez le pledge de base, donc jeu de base pendant plus l'extension Tower qui est incluse, ce sera 89 €, sachant que comme beaucoup de campagnes assez onéreuses sur GameFound, vous avez l'option de Stretch Pay pour payer plusieurs fois sans frais. Ensuite, vous avez l'extension Crystal à 129 pour le jeu de base, l'extension Tower, Faction Units, ainsi que Props et Neutral Units, ok, plus les Stretch Goals et les Crystal Stretch Goals, donc attention, il y a plusieurs types de Stretch Goals aussi. Le All New, donc pour ceux qui avaient déjà backé la première campagne mais qui voudraient la totalité du contenu de la nouvelle campagne, il vous en coûtera quand même 109 €. C'est quand même pas donné pour 3 extensions, hein. Vous n'avez pas le jeu de base, hein. Par contre, vous avez les miniatures avec le Lavi, donc comment dirais-je, j'ai oublié comment ça s'appelle en anglais du coup. Maintenant c'est en français que ça vient et c'est en anglais que ça sort plus. Bon, j'ai perdu, mais bref, vous avez le Lavi, l'effet d'ombrage un petit peu sur les miniatures d'entrée de jeu, mais c'est plus 30 € pour ceux que ça intéresse. Avec potentiellement aussi une big box optionnelle pour stocker la totalité du matos. Sinon, vous avez aussi le all-in de la mort qui tue, ça c'est si vous avez raté ou si vous avez été fort durant la première campagne, que vous avez résisté et que vous voulez vous effondrer comme des vieilles merdes devant la deuxième campagne, parce que malgré tout, le jeu est beaucoup trop tentant pour vous, ce que je peux aisément comprendre, et je ne vous lancerai pas la première pierre. C'est quand même 330 €, donc là on est sur le PIB de la Tanzanie approximativement. Apprêtez-vous à mettre en hypothèque la maison, hein, et potentiellement l'enfant, le plus jeune, parce qu'il sert à rien généralement, il peut pas encore jouer des jeux de société. Jeu de base et toutes les extensions, donc Tower, Factions, Battlefield, Fortress, Inferno, Rampart et les nouvelles extensions Stronghold, Conflux, Cove. Voilà, ça fait beaucoup. Et donc c'est 329 €, donc c'est quand même très très cher. Et j'ai bien sûr pas encore parlé des frais de port. Vous vous en doutez bien, ça va vous coûter encore un peu plus. Et en réalité, hein, vous avez moyen de faire encore plus que ça, parce que vous avez le All-in Shaded, avec donc le Lavi, etc. Vous avez All-in Big Boxes Shaded, etc. Donc il y a encore plus de moyens de sortir des bifetons, quoi, en gros, hein. Donc voilà, si vous voulez devenir pauvre, il y a aussi des t-shirts, potentiellement. Ou même des porte-clés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est un jeu qui se prête bien aux add-ons de ce type-là. Maintenant, on va aller voir rapidement la timetable et le shipping. Livraison prévue pour septembre 2025. Bon, ça prendrait que 1 an, du coup, ce qui est plutôt rapide. Ensuite, le shipping. Alors, du basic jusqu'au all-in. Au Canada, c'est 34 jusqu'à 58. En Europe, 18 jusqu'à 22. Pas trop onéreux en vrai pour les frais de port. Pour la Suisse, j'imagine, pour le Rest of Europe, ça va être 31 à 53. Et puis pour nous qui sommes dans le Rest of the World, et c'est là que ça pique méchamment pour Xavier, c'est de 53 jusqu'à 99 € de frais de port. Là par contre, ça pique pas mal. Et voilà, ma foi, pour Heroes of Might and Magic, avec les nouvelles, cette triplée d'extensions, hein, Stronghold, Conflux et Cove. Pour l'instant, donc 13 774 backers à 11 jours de la fin de la campagne au moment où j'enregistre cette vidéo. Encore un très gros résultat, comme on pouvait l'escompter, comme on pouvait l'imaginer assez aisément. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding 152, si mes souvenirs sont bons, et ils doivent l'être normalement, je pense. Du coup, bah écoutez, sans aller plus loin, parce que je suis fatigué, et il me reste encore le montage à faire. Je vais passer une bonne soirée. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de week-end, de semaine, que sais-je. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, d'ici la prochaine, comme d'hab, jouez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.